Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au Théâtre Royal de Namur. Bienvenue à cette séance d'information sur la fameuse MAP, la maison administrative de la province. Je m'appelle Diederik Legrain, je suis journaliste et mon rôle aujourd'hui va être celui d'intermédiaire. Ma mission sera que l'information circule bien aujourd'hui, que tous les agents et toutes les personnes dans la salle partent avec des réponses à un maximum de questions. Ça, c'est vraiment notre objectif aujourd'hui. Et pour ça, on va compter un petit peu sur tout le monde. Donc, il y aura là l'autorité politique, il y aura là le directeur général, il y aura là des experts, il y aura le papa de la fameuse MAP, et il y aura vous. On va demander votre contribution. Il y a un numéro de GSM, là, de téléphone, qui s'affiche, et on va vous demander d'utiliser votre GSM pendant la séance pour nous envoyer des questions par SMS. Alors, mettez-le sur silencieux quand même. Mettez-le sur silencieux et vous pouvez, pendant la séance, pendant les interventions, poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Ces questions, elles seront affichées après chaque intervention sur grand écran, mais elles seront anonymes. Elles seront anonymes. Elles seront anonymes. On ne verra pas qui les a envoyées, donc s'il y a des timides, lâchez-vous un petit peu, comme dit Bernard Guillit. S'il y a des timides, n'hésitez pas. Alors voilà, comme vous voyez, j'ai dit bonjour à toutes, bonjour à tous, parce que ce n'est pas une séance protocolaire. C'est une séance qu'on a voulu conviviale, qu'on a travaillé en amont avec les intervenants d'aujourd'hui. On espère que vous y participerez un maximum. On espère que cette maison administrative que l'architecte, que son papa veut comme une maison tout court, soit un petit peu à l'image de ce qu'on va faire aujourd'hui, de ce qu'on va réussir à faire, vous et moi, à savoir poser des questions, dialoguer et un maximum d'interaction pour que vous puissiez repartir avec des réponses. S'il y a beaucoup de questions, on ne saura peut-être pas toutes les aborder, mais l'objectif, c'est que ces questions, elles seront gardées, elles seront archivées, elles seront mises sur le réseau intranet de la province de Namur, et il y aura des réponses à ces questions dans les jours qui viennent. Ça, le directeur général m'a assuré qu'il y aura un suivi à ce niveau-là. Le but est vraiment qu'on reparte avec un maximum de questions. Un maximum de réponses, pardon. Je vous dis encore une fois, le numéro de téléphone ne sera pas toujours là, mais on va essayer de le remettre au maximum. Je reviendrai avec. Après chaque intervenant, je reposerai quelques questions, je reverrai un petit peu, on fera un petit peu le point, vous et moi, sur les premières questions qui sont tombées. Et puis, après, j'inviterai les intervenants à faire papote là autour du petit salon. Et là, on reverra chacune de vos questions en profondeur et on se donnera le temps d'y répondre. N'oubliez pas, GSM sur silencieux et utilisez-le un maximum. Je cède dès maintenant la parole et j'invite la première intervenante de la journée, la députée provinciale Coraline Absil, en charge du patrimoine immobilier, pour un petit mot d'intervention. Bienvenue Coraline Absil, merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui face à vous au nom du Collège provincial pour introduire cette présentation de notre maison provinciale administrative. La MAP. Cela fait longtemps que nous vous en parlons, de façon très abstraite. Aujourd'hui, nous en sommes au début de la concrétisation, puisque le projet tel qu'il sera construit a été approuvé et attribué le 7 décembre dernier par le Collège. Ce projet, qui va vous être présenté, est, vous le savez, l'aboutissement d'un très long cheminement. Ce dossier, initié sous l'ancienne législature et appelé à l'époque cité administrative, n'avait finalement pas été attribué au Conseil de novembre 2013. Et c'est tant mieux. L'actuel projet a tellement évolué qu'il n'a plus rien à voir avec celui de l'époque. Celui-ci est beaucoup plus ambitieux et raisonné. Une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la construction de ce qui sera désormais appelé la MAP a été signée en janvier 2014 avec le BEP. En décembre 2014, le Collège décidait de confier le marché de consultance concernant l'implémentation du nouveau monde du travail au bureau Colliers International pour être accompagné de vrais professionnels.
En novembre 2015, le collège reçoit les conclusions de l'entreprise Colliers et décide que ce document constituera la base du futur cahier des charges qui sera établi par le BEP en collaboration avec les services provinciaux. Quelques mois plus tard, en septembre 2016, le Conseil marque son accord sur le cahier spécial des charges et lance le marché de conception, réalisation et équipement de la MAP. Un jury d'experts et de représentants de la province a été constitué à l'occasion de la présentation orale des offres par les soumissionnaires en octobre 2017 et a remis un avis qui a permis au collège de faire son choix le 7 décembre dernier. Il y avait 4 projets intéressants, mais un seul a réellement réussi à transcrire les attentes exprimées dans le cahier spécial des charges et nous sommes heureux que ce soit celui qui vous est présenté aujourd'hui. Vous en conviendrez, la route fut longue pour en arriver là. Mais tout ce cheminement est très positif. Ces dernières années, nous avons osé nous remettre en question en rebalisant le projet. Et comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ce projet n'est pas seulement un beau projet, c'est avant tout un bon projet. Beaucoup plus innovant, qui revoit fondamentalement notre approche et notre organisation du travail. Ce n'est plus seulement un projet politique, ce n'est plus seulement un projet du top management, mais c'est à présent un projet global. Nous en sommes bien conscients. Une partie d'entre vous se pose encore des questions, ce qui est tout à fait légitime. Mais l'adhésion est de plus en plus forte, grâce à tout ce qui a été mis en place ces derniers mois, grâce à l'implication de notre directeur général et de vos collègues ambassadeurs MAP qui se sont investis dans le projet. Je souhaite d'ailleurs profiter de ce moment pour remercier, au nom du collège, les agents qui se sont impliqués et ont pris de leur temps pour la MAP, pour constituer le dossier, pour participer aux réunions, pour répondre aux questions de leurs collègues ou encore pour leur transmettre les infos. Cette présentation vise, une fois encore, à vous rassurer, tout en espérant que notre enthousiasme soit contagieux. En tout cas, moi, je kiffe ma MAP, même si j'ai oublié le t-shirt. Aujourd'hui, l'investissement qui va être fait sera plus raisonnable que celui prévu précédemment, pour aboutir à un résultat plus intéressant. 17 bâtiments, 33 services et 500 agents localisés à Namur seront réunis en un seul et même endroit. Les mètres carrés de la MAP seront moins importants que les mètres carrés cumulés de l'ensemble des 17 bâtiments, c'est-à-dire 10 133 mètres carrés à la place des 18 000 mètres carrés actuels, soit une réduction de 43,7% de notre espace de travail. Le budget investi est inférieur de 22% par rapport à l'ancien projet et à la rénovation des bâtiments existants. En observant plusieurs projets récents identiques, nous pouvons affirmer que le rapport coût par mètre carré est plus intéressant qu'un grand nombre de bâtiments. À titre d'exemple, la MAP représente un coût de 2220 € par mètre carré pour 500 agents. Le bâtiment de la CBC de Namur, 3125 € par mètre carré pour 350 agents. La cité administrative de Serein, 2830 € par mètre carré pour 220 agents. Ou encore le nouveau bâtiment de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Bruxelles, 4500 € par mètre carré pour 350 agents. Mais ce n'est pas tout. C'est également un projet responsable. Nous allons faire des énormes économies d'énergie grâce à un bâtiment qui sera à énergie positive. Il produira plus d'énergie qu'il n'en consommera, composé de matériaux 100% recyclables. À titre d'exemple, le mobilier sera issu de la récupération et du recyclage grâce au travail de la ressourcerie namuroise.
quoi qu'on en dise, la réalité est bel et bien là. Cette construction s'autofinance et nous permettra de faire de réelles économies par rapport à la situation actuelle. Le plan financier démontre que les recettes liées à la revente des bâtiments et les importantes économies de fonctionnement couvrent nettement les dépenses engendrées par la construction de la MAP. Voici, à titre d'exemple, quelques économies que nous allons faire grâce à la construction de la MAP. Le loyer de la rue Le Lièvre ne sera plus à payer. Les économies d'énergie, nous venons d'en parler. Les économies d'entretien des bâtiments vétustes, ou encore l'optimisation de notre fonctionnement. Enfin, et pour répondre à nos détracteurs, non, ce bâtiment ne sera pas construit pour rien. Quoi qu'il arrive, il est conçu pour accompagner la transition provinciale, quelle qu'elle soit. Les espaces y seront polyvalents, multifonctionnels, modulables. Ce bâtiment intègre toutes les possibilités évoquées par le gouvernement wallon lors des derniers débats sur la question. Si notre vision a bel et bien évolué, celle de nos détracteurs politiques n'a pas bougé. Et vous savez ce qu'on dit des gens qui ne changent pas d'avis. Nous souhaitons souligner le côté exemplaire de ce projet pour l'ensemble des services publics. Nous allons pouvoir créer de l'inspiration en termes de bâtiments publics et c'est une grande fierté que nous devrions tous ressentir face à cette réalité. Comme l'a dit notre directeur général lors des vœux il y a 15 jours, il aurait été plus facile pour nous de tout arrêter lorsque nous avons rencontré des vents contraires. Mais ce n'est pas l'option que ce collège a choisie, car nous croyons en nos choix et en ce projet. J'y tiens et nous y tenons tous. Si ce dossier a évolué à ce point, c'est aussi grâce à nos partenaires, que nous remercions aujourd'hui. Il y en a plusieurs, le BEP pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la société Colliers internationale pour l'étude concernant l'implémentation du nouveau monde du travail et dont les résultats vous ont déjà été présentés en décembre 2015, et le bureau d'études Transitech pour le plan de mobilité d'entreprise. La mobilité, c'est en effet un point important du projet puisqu'il vous impacte directement et qu'il, nous en avons conscience, vous pose beaucoup de questions. Sachez que nous tentons de trouver les meilleures solutions pour notre plan de mobilité. La province a pris contact avec la ville de Namur afin de proposer une alternative à l'entrée actuelle du campus, c'est-à-dire la création d'un passage à niveau à hauteur de la rue Watrin, à l'arrière de nos terrains, pour permettre une entrée plus aisée du site. Sans compter sur le fait que le développement de ce projet va peut-être permettre la construction par la ville d'un parking de dissuasion idéalement situé à l'entrée de Namur. Nous sommes en contact et soutenons le dossier auprès du ministre fédéral François Belot et nous espérons vraiment que celui-ci pourra voir le jour. 300 agents sur les 500 concernés par la MAP travaillent et ou se garent déjà sur Salzine. D'après l'étude menée par Transitech, seulement 50 véhicules viendront s'ajouter au quotidien dans le trafic sur Salzine. Nous pouvons donc relativiser les potentiels soucis de mobilité que notre déménagement engendrerait. D'autant plus que les horaires modulables et le télétravail seront beaucoup plus habituels lorsque nous serons dans la MAP, grâce notamment au matériel informatique que nous utiliserons et aux nouvelles perspectives de travail. Nous ne serons jamais tous présents en même temps et au même moment sur le site. Je souhaite également souligner le fait que de plus en plus d'entre vous modifient déjà leur mode de transport. Nous faisons partie des entreprises namuroises qui évoluent le plus vers la multimodalité. Aussi, notre présence sur Salzine va enfin nous permettre d'ouvrir l'entièreté du site provincial
composée du campus et de la maison administrative, vers le quartier. Notre souhait est de travailler en partenariat avec les comités de quartier pour esquisser les collaborations possibles trop longtemps mises de côté. Ce que nous voulons construire, c'est un bâtiment avec des abords. Ceux-ci sont aussi importants que le bâtiment en lui-même, puisqu'ils vont être bénéfiques pour un grand nombre d'utilisateurs, vous, les agents, les étudiants et les habitants du quartier. Pour autant, nous n'abandonnons pas le centre-ville de Namur. Un pôle provincial sera toujours bien là. D'une part, une présence institutionnelle au palais provincial avec le gouverneur et le conseil provincial, et d'autre part, l'activité culturelle avec notre nouvelle maison de la culture et nos musées. Pour conclure, je peux ajouter que ce projet se construit dans la continuité du plan de convergence et correspond aux valeurs que l'institution provinciale défend. La proximité avec des autorités politiques et administratives qui se montrent accessibles et disponibles. La qualité avec des services provinciaux qui cherchent à garantir et améliorer leurs actions. L'ouverture avec des collaborateurs provinciaux qui écoutent leurs partenaires et usagers. L'équité avec des autorités et des collaborateurs provinciaux qui se montrent impartiaux dans leur comportement et dans leurs décisions. Et la créativité avec une province de Namur observatrice qui anticipe, crée des services et les adapte en fonction des besoins des citoyens. C'est maintenant enfin le moment de vous annoncer le lauréat qui a remporté notre marché et qui a croisé au mieux notre vision de la map. Il s'agit du groupe Erhards Jan de Nul en association avec l'architecte Philippe Samin, grâce à leur travail remarquable de conception de notre map. Merci à eux ainsi qu'à leurs sous-traitants. Ils sont le point final de ce long cheminement dont je vous parlais tout à l'heure, mais surtout le début de cette nouvelle aventure. Certes, le climat institutionnel actuel n'est pas simple, mais je pense sincèrement que c'est une formidable dynamique que connaît aujourd'hui la province de Namur. C'est pourquoi je souhaite, en guise de conclusion, vous remercier. Merci à tous pour les idées données, les questions posées, le temps investi et l'enthousiasme partagé autour de la map. C'est grâce aussi à tout cela que nous pouvons aujourd'hui vous présenter ce beau projet. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne découverte du projet. Merci. Merci Madame Absil. On va découvrir si le petit système de SMS a déjà bien chauffé. Donc on va voir la première salve de SMS. S'il y en a, j'ai vu que des écrans s'allumaient de la salle, donc je suppose qu'il y a déjà quelques... Ah oui, quand même, oui. Ah oui, il y en a beaucoup là, oui. Ça va être... Il y aura de quoi faire, comme on dit. Voilà, on va déjà en prendre 3-4. Regardez. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Ça, c'est une question, Madame Absil, on y reviendra tout à l'heure, mais comme ça, déjà, vous pouvez y réfléchir. L'implémentation du nouveau monde du travail, waouh, ça veut dire quoi en clair? Ça aussi, c'est une question, vous avez raison, il faut du concret. On va le voir avec le père du projet, avec les autres intervenants, ce que ça veut dire concrètement, mais si ce n'est pas encore assez clair à la fin des interventions, on y reviendra avec vous, Madame Absil. Je passe tous les jours par Salésine, j'aimerais savoir comment faire, mais ça, la mobilité, ça sera aussi un des points qui seront abordés tout à l'heure. Vous pouvez continuer à envoyer vos SMS. Est-ce qu'on fait un bâtiment pour le SPW? On verra, ça c'est une question aussi de prospective, on va dire, et je crois que c'est une question qu'on pourra aborder ensemble tout à l'heure. Merci déjà pour vos questions. Merci Madame Absil. Continuez à m'envoyer des questions, ça a l'air bien parti, ces questions-là. Ça va être excitant pour la séance de questions-réponses. Je vois que vous n'avez pas trop de tabous. Ça va être intéressant. Je vais vous montrer maintenant, enfin, le suspense a assez duré. Je vais vous montrer maintenant
une projection en 3D, un petit film sur à quoi va ressembler cette map. Avec, vous allez peut-être reconnaître, ceux qui sont fans de la chanteuse namuroise Lilo, sur une musique de Lilo. Et Valérie Zunen m'a dit, prête attention, parce que moi, à la première écoute, je n'avais pas fait attention, prête attention aux paroles. Voilà, on va voir un petit peu cette vidéo. Continuez à envoyer des SMS. On my way, on my way, on my way, I see the Shiva tree. Come back home from a long journey. I see things that I forgot, like this tree. My old defense, mixed with the ignorance, turns to a new fragrance. On my way, on my way, on my way, on my way down here. On my way, on my way, on my way, on my way, I see. I feel found. I feel found. I feel found. I feel on my way, on my way, on my way down here. Alors, j'ai écouté les paroles, comme Valérie Zunen nous l'avait dit. J'espère qu'il nous fera une petite traduction tout à l'heure, parce que c'était en anglais. Voilà, ça, c'est un petit peu l'effet waouh de cette vidéo. Mais maintenant, on va voir un petit peu dans les détails et on va rencontrer enfin le papa de cette map, le papa de cette vidéo, le papa du bâtiment et de toute la philosophie qui l'entoure. J'ai le plaisir d'appeler, venez Monsieur Samin, Philippe Samin, du cabinet Samin Partners. Vous pouvez l'applaudir, vous pouvez l'applaudir. Bonjour Monsieur Samin. Salut. Ça va? Ça va. Alors, Monsieur Samin est un poète que je ne voudrais pas trop brider, mais le temps nous est compté. Vous allez le voir, il y a quelqu'un qui m'a dit, avant que je rencontre Philippe Samin pour la première fois, qui m'a dit « je l'écouterai parler pendant des heures ». Et moi-même, c'est ce que j'ai fait lors de notre premier entretien. J'ai parlé avec lui pendant une heure, une bonne heure, et je me suis rendu compte qu'on avait explosé le temps qui nous était imparti. Et donc, on va essayer d'être à la fois concis, mais je m'en voudrais si vous ne partagiez pas avec la salle la vision et le souffle de votre bâtiment. On va reprendre déjà une première slide avec la vue extérieure du bâtiment que je vais demander, mais elle va arriver, Monsieur Samin, ne vous inquiétez pas. Monsieur Samin, un mot sur ce bâtiment, son architecture, son style. C'est un style qui veut dire quoi? D'abord, écoutez Lilo, ça met en forme tout le monde. C'est magnifique. Et ça, c'est un choix commun. Et ça dit bien ce que c'est que Namur. Une ville délirante d'inspiration. Je ne peux pas vous imaginer à quel point je jubile d'être ici, à quel point c'est pour moi un immense honneur d'avoir pu travailler à ce projet. Et voilà, quoi. Et donc il y a une ambiance ici chez vous. Au fond, vous ne vous rendez pas compte, les gens qui sont heureux ne s'en rendent pas compte. Hein. Il n'y a que les malheureux qui voient les gens heureux. Hein. Mais je vais vous dire qu'ici, c'est le pied, quoi.
Mais je regardais la salle pendant la vidéo et il y avait des sourires comme des bananes. Et il y avait aussi beaucoup de gens qui parlaient entre eux. Donc, à mon avis, il y aura pas mal de questions Oui. et pas mal de débats autour. Alors, Le donc je style, peux vous beaucoup de bois, beaucoup de verre. Oui, je pourrais parler pendant 3 jours d'affilée, non-stop, sur ce projet, tellement il y a de choses à raconter. Alors fatalement, il va devoir me brider un peu, ça va me frustrer, évidemment, c'est bien connu. Je salue mon commanditaire, ici présent, Jean-Pierre Mouchet, là dans le coin. C'est pour lui que j'ai travaillé, sous ses ordres, c'est pas vrai, on a travaillé ensemble, c'est mon entrepreneur, d'une bienveillance absolue sur toutes les idées, le programme dès le début, avec qui on va s'évertuer de travailler avec vous. Alors, c'est vraiment quelque chose pour vous et avec vous. C'est un bâtiment banal, donc poétique. C'est un bâtiment simple, donc durable. C'est un bâtiment accueillant, hein, donc raisonnable, donc fou, donc surréaliste. Plus belge que ça, on meurt, quoi. Hein. Alors, on a essayé de savoir quelles images seraient les plus pédagogiques à vous montrer. Mais il y a combien? On offre 2000 et des pages. Hein. Bon, vous n'avez pas à lire 2000 et des pages, mais il y a certainement une bonne centaine de pages qui vous intéresseraient. Alors, comme on avait fait surprise, là, depuis 5 minutes sur notre site, il doit y avoir une centaine d'images complémentaires à celles que vous avez. Il y a à la province le rapport, l'histoire racontée dans les moindres détails, hein, pour tous les sujets. Et on vous invite à aller le feuilleter. Nous mettrons le texte complet en e-book sur notre site web. Et pour les gens pressés, vous irez sur le dossier, vous verrez la centaine d'images, de graphiques qui expliquent par sujet de quoi il s'agit. Alors, pour vous décrire simplement ce bâtiment ordinaire, il va devenir poétique avec vous. Avec tout ce qui se passe ici, et je ne sais pas du tout du racolage, je suis, c'est bien connu, politiquement incorrect et vulgaire, c'est mon état normal. Hein, parce qu'il faut passer son temps à se tromper pour essayer de faire un truc qui marche plus ou moins, plutôt que d'avoir raison et d'expliquer que rien ne marche, quoi. Donc on va travailler tous ensemble, et vous verrez, on aura tous besoin de vous, et pas un peu. Et rassurez-vous, hein, ça va plutôt être gai qu'en kikinant. Et vous allez, exactement comme les 65 personnes qui m'ont aidé, entouré dans ce projet, puisqu'on a travaillé entre nous, et je vois que Fabrice Dany de Matriciel est présent, Cécile Goffo de Senaero est là, juste devant moi, et les autres membres de l'équipe, excusez-moi, professeur Bragard là aussi, parmi les innombrables scientifiques et professionnels qui ont inspiré et travaillé avec nous, mais vous aurez votre rôle à jouer. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site web. Quand un CERT vérifie que je ne raconte pas n'importe quoi et qu'on met en e-book toute la proposition détaillée, comme ça vous pouvez voir la table de matière, les machins, voir en détail. Voilà, ici, petit info-service. Quel est le nom du site? samainpartners.be. SAI, Très bien. SAI, non, c'est quoi? Oui, Samain Partners, Philippe Samain associé, que sais-je. Extra. Non, mais vous tapez Philippe. Elles seront sur le site intranet de la province de Namur. Oui, on oui. remettra tous les liens, tous les Non, documents. mais vous nous à trouvez votre assez disposition. facilement sur Je vous Internet. avais dit que Bon, M. un petit Samain peu. était Bon. un poète. Donc, le oui, projet. Oui, le Hein, projet. parce que je vois que Madame Amsil a eu un temps de parole, donc vous m'en laissez un petit peu aussi. Oui, vas-y. Donc, on a d'abord fait une analyse du site, l'acoustique, les vents dominants, la température de lumière. Un jeune doctorant de l'Université de Liège a fait un graphique à voir la température du ciel tous les jours et toutes les heures de l'année. Donc il y a 365 jours et 24 heures par jour. Hein, et dans chaque case, il y a une température du ciel. Et bien, elle varie entre 10 000 degrés Kelvin et 1000 degrés Kelvin. Ça veut dire que quand vous voyez un beau tableau où la tête de votre copain, votre copine, à midi le 21 décembre, ben vous le voyez à 5000 degrés Kelvin, et le 21 juin, vous le voyez à 10 000 degrés Kelvin. Elle n'a pas la même couleur. Hein. Et voilà, et on est parti dans ce genre de considération, tous les 5 sens éveillés pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc on a étudié ce site. Sérieusement, c'est un bâtiment normal, donc c'est un bâtiment en bois de 2 niveaux, pour pouvoir tout faire à pied, et parfaitement perméable, une espèce de hameau tridimensionnel dans lequel vous arrivez avec votre vélo, vous avez un réparateur de vélo à votre disposition, on peut le faire vous-même aussi si vous voulez. La zone réservée au vélo est extensible à façon, ça dépendra de combien en plus d'entre vous viendraient en vélo ou en tout ce que vous voulez. C'est un bâtiment avec des fenêtres ouvrantes, il n'y a pas de ventilation mécanique, pas de conditionnement d'air. L'air vient par en dessous du bâtiment
rentre par le haut des fenêtres et est aspiré par des flopées de cheminées que vous avez vues. Et ça, grâce aux simulations faites sous la houlette de Cécile Goffaux de Seine-Aéro, on a pu rassurer tous nos collègues ingénieurs. L'ingénierie, d'abord, la caractéristique majeure des ingénieurs dont je fais partie, c'est que quand on ment, personne ne sait nous contredire. Et d'une part, donc on a fait bien attention à ça, et donc les humanistes sont essentiels pour nous contrôler, et que d'autre part, l'ingénierie a été utilisée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de manière brutale, avec des croyances technocratiques terrifiantes, ce qui fait que les gens des sciences humaines regardent l'ingénierie avec circonspection. Ils ont bien raison. Donc il est grand temps de remettre l'ingénierie et la science au service de l'humain, au service des sciences, au service de la culture. Et je suis sûr que c'est une autre manière de voir l'ingénierie et que c'est très jubilatif pour le scientifique que je suis aussi. Donc, bâtiment en bois, fenêtre ouvrante, on a vérifié le niveau de bruit, on a une meilleure acoustique que maintenant, on a vérifié la qualité de l'air avec le Certec, donc on a fait des mesures de la concentration en poudre de pin, limpin, en gaz, méchant, tout ce qu'on veut, à différentes saisons et différentes heures de la journée, pour vous dire qu'on vous offre là un air plus pur, un des plus purs qu'on trouve en Belgique. C'est assez étonnant parce qu'on a bon. Donc on a vérifié les choses vraiment très sérieusement. Cécile et son équipe, par exemple, une trouveuse dans l'étude, a fait l'étude des vents à différentes vitesses avant le bâtiment, et puis en implantant le bâtiment, on l'a mis de manière non seulement à ce que ce tirage naturel ne soit pas une pensée utopique comme ça, mais que ça marche très bien, mais en plus qu'il n'y ait pas de microclimat désagréable, c'est-à-dire qu'en hiver, on approche le bâtiment avec délectation, exactement comme en été, où on ne pètera pas de chaud. Alors, le bâtiment est en plein milieu d'un champ. Vous avez des potagers, des jardins qui l'entourent sur sa face nord, ouest et est. La façade est, qui se trouve le long du chemin de fer, tous les arbres existants, tous les arbres sont maintenus. Il y en a 4 qu'il faut déplacer à l'entrée des camions vers la zone atelier le long du chemin de fer, mais aucun arbre disparaît, parce que même un arbrisseau vaut la peine d'être gardé. Donc on pousse le raisonnement jusqu'au bout, et si vous avez encore d'autres idées pour être encore plus angéliques, les discours que nos gosses nous sortent avec tellement de pertinence, que nous écoutons avec tant de difficulté, donnez-les. On assure que je suis avide de ce genre de choses. Monsieur Samin, un mot aussi sur les jardins, parce que vous venez d'en toucher un mot, et il y a un slide qui vient de passer là avec les jardins, très important dans votre projet aussi. Oui, absolument. Comme vous savez, l'homme a cru que la nature était infinie, et maintenant tout à coup, grâce aux travaux du GIEC entre autres, on se rend compte que la planète est finie, et que la nature, il faut s'en occuper. C'est fini l'époque où on pompe dedans ad vitam sans pénalité aucune. Et donc, renouer avec elle est essentiel pour les générations futures, mais même pour nous. Et ça, c'est pour ça que l'équipe dirigée par Kim Nguyen Bach de Jean Blou est là aussi. Je ne sais pas si Kim est là, je ne l'ai pas vu. Il est toujours en 2 avions. Et on a développé 4 types de jardins. Un jardin sensoriel, qui aux vertus thérapeutiques, et ce n'est pas du vent, c'est du scientifique. Donc, si vous avez un blues, si vous avez un petit bobo sentimental, mais il y a un jardin fait pour ça. Et ça marche, sérieusement. Exactement comme Peter Wohlleben a expliqué que les arbres communiquaient entre eux, de manière chimique certes, mais ils communiquent entre eux. Puis il y a un jardin de senteurs, où avec Guy Deforge, on imagine, on a planté assez de rosiers que pour produire une quantité de parfum suffisante pour vous tous. La rose de Namur. Et j'espère que ça marchera. Mais en tout cas, les rosiers sont prévus. Et puis, il y a du côté nord les potagers, pour vous et pour vos copains du quartier. Et du côté ouest, le parc public festif. Et on est venu caler entre la Sambre et ce jardin une zone réservée aux voitures, mais qui est en fait une place publique. Parce que qui est assez malin maintenant pour se dire à quoi va ressembler nos modes de circulation dans un demi-siècle ou dans 30 ans. À quoi ressemblera ce qu'on appelle maintenant une automobile? Est-ce que ce sera un vélo gonflé, ou est-ce que la voiture sera ramenée à un vélo? Où ça va s'arrêter? Et donc, pour le moment, on prévoit une zone qui serait réservée aux voitures, pour le moment, vous en avez besoin, mais qui peut aussi, le week-end, être dégagée pour faire un marché aux puces, une brocante en bord de Sambre, entre le jardin ludique et
et la cendre le long du Ravel. Voilà pour les jardins. Merci, M. Sama. Une question que les agents, je sais, c'est revenu à mes oreilles dans les divers groupes de travail qui ont déjà un petit peu planché sur la question. Une question qui revient, c'est celle des services. Est-ce que la place des services, l'emplacement des services est déjà défini dans Ah, ce je croyais que bâtiment? vous parliez de services. Des services Oui, de avant l'administration. avant les services, c'est-à-dire l'organisation des gens, il y a les services aux agents. Et donc, il y a dans votre programme, il y a le truc pour les vélos, il y a tout un fitness organisé, il y a une cafétéria, il y a la crèche de l'autre côté à Saint-Omer. Donc, personne à mobilité réduite, c'est d'abord papa et maman avec le moutard. Quand bon papa et maman sont en second voyage aux Seychelles ou aux Bermudes et que la crèche est fermée, hein, ben, vous venez avec le gosse au bureau, comme ça se passe chez nous, et ça crée de l'ambiance, quoi. Hein. Donc ça, c'est les PMR les plus importants. Et donc, il y a des services aux agents. Il y en a énormément. Et donc, quand vous avez des privilèges, vous avez aussi avoir des devoirs. Et ça, on n'a pas là. Et maintenant, comment vous allez travailler? Comme vous voulez. En fait, on a une grande hauteur d'étage. Et c'est un village. Et on discutera avec vous en détail. Mais pour le moment, c'est normatif. On peut montrer, je vous interromps, on peut montrer peut-être les slides à partir de la slide 16 jusqu'à 19, puisqu'on commence à parler de la façon On peut dont commencer par le rez-de-chaussée. Hein. les agents... Voilà. C'est fini les open space, c'est fini les bureaux individuels. Oui. C'est quoi votre concept? Ah bon, on ne parle pas de l'organisation de services ou bien On en en parlera, parlera après, hein. parce qu'on a perdu déjà un petit peu de temps. Le- On en reparlera après. Alors, toutes les diapositives que vous verrez, c'est des trucs raides comme des piquets. Ça manque complètement d'imagination. C'est un premier jet et j'attends tous vos brins de folie pour rendre ça doux, poétique. Hein. L'idée est très simple. Tout le monde en a marre de son meuble en plastique Formica standard, BCBG, édité par quelqu'un au bout du monde. Hein, et tout le monde adore la vieille commode héritée de sa grand-tante, tout son arrière-grand-père. Hein, et pour ceux qui sont grands-pères, le petit-fils qui dit hey, « Mon papa, ça vient d'où hein ?» Eh bien, c'est comme ça qu'on vit, c'est normal. Quoi. Donc cette maison administrative, ça doit être une maison tout court. C'est-à-dire que le mobilier, ça doit être du mobilier normal. Et le mobilier normal, ben, c'est comme à la maison. Et une idée de Jean-Pierre Mouchet, quand on réfléchissait à comment répondre à ça, il m'a dit « Mais tu es grand namurois s'il en est un. » Il dit « Mais tu sais, j'ai un copain qui travaille à la ressourcerie namuroise. » Et on a été les voir, et l'idée, enfin pas l'idée, on a donc fait un accord, hein, de manière à ce que, au fond, le vide-grenier de Namur, et le vide-grenier, c'est inapproprié. C'est des gens qui gardent votre mémoire. Hein, vous savez que pour avoir de l'information, il faut la créer. Pour créer de l'information, il faut de l'énergie, du kilowattheure, et un support. Hein. Et toute perte d'information, se crée de l'entropie. Eh bien, la ressourcerie namuroise est un de ces endroits, une de ces institutions qui crée de l'information ou qui recycle de l'information, qui réduit la vitesse avec laquelle l'entreprise se réalise. Et ce n'est pas l'historien Braga qui me contredira. Hein, vous avez votre histoire, se retrouve condensée dans cette ressourcerie namuroise. Eh bien, on va la réutiliser et on va organiser ça avec vous. N'importe quel meuble que vous voulez voir là-dedans, on le mettra. Ce sera ou bien quelque chose qui viendra de la ressourcerie namuroise, ou si vous avez les générosités de prêter, hein, ou de louer, n'importe quoi, la commode de la grand-mère ou la table, la salle à manger du grand-oncle, bienvenue. Hein, et comme ça, bien sûr, vous n'aurez pas de poste de travail fixe, vous serez nomade. Quoi de plus jubilatif que de ne disposer de rien et de jouir de tout. Hein, donc c'est ce qu'on vous propose. Vous allez pouvoir jouir de tout. Et où vous voulez, quand vous voulez. Hein. Si vous voulez éviter les fils, ben vous arrivez à 6h du matin au bureau, hein, puisque vos horaires sont flexibles. Hein, vous avez travaillé le dimanche, vous allez travailler le dimanche, quoi. Hein, tout, ça marche aussi. Hein, et s'il y aurait un bouquet de fleurs, vous iriez cueillir de la roseraie. Hein, ça sent bon aussi. Hein. Voilà. Donc rassurez-vous, hein, les chaises, bien sûr, il faut aussi prendre une chaise de bon papa, mais elle n'est pas très confortable. Donc il y a quand même des progrès faits aussi en ergonomie. Hein, mais là aussi, donc, il y aura des chaises un peu plus machines, un peu plus médicales, si je puis dire. Mais si vous voulez une chaise qui fait mal au dos, c'est autorisé aussi. Hein. Donc au plus vous êtes déraisonnable, au mieux ça vaut. Hein, un désordre poétiquement organisé, si vous voulez. Et vous ferez, et c'est comme ça que vos villages, vos hameaux, dans ce paysage aux 2 étages de 5000 m²,
avec des vues. Hein, du haut de l'entrée, il y a un espace autour duquel ça... Oui, donc le bâtiment est un grand rectangle percé par 8 cours, entre guillemets. Hein. Pourquoi? Parce que la lumière naturelle flue partout. Hein, donc vous n'êtes pas obligé d'allumer une lumière. Quoi, hein. Donc on est bien loin des gens qui emploient des diodes pour cultiver des tomates comme on fait en France. Quoi, parce que ça, c'est arrivé maintenant à employer l'énergie lumineuse, l'énergie électrique pour faire pousser des tomates. Hein. Moi, je préfère laisser pousser une tomate au soleil. Hein. Et idem pour vous, si vous poussez le raisonnement, c'est logique de travailler avec la lumière du jour. Hein, et ainsi de suite. Il y a aussi des stores de protection solaire. Hein, le verre utilisé est du verre extra clair, c'est-à-dire un verre avec un bon indice de rondée de couleur. Hein, un verre, donc on a 10% de qualité de lumière en plus. Je parle de la température de couleur, il y a la qualité, et puis il y a la quantité de lumière qui rentre. Et le verre extra clair permet aussi de faire rentrer plus de lumière naturelle. Donc il y a plus de jours où la lumière naturelle est présente. Etc., etc. Pendant que vous parlez, hein, Monsieur Sama, on découvre 5 aménagements possibles, 5 ambiances. Hein, on a vu, il y a la zen, la technologique ou la graphique. Ça, c'est des ambiances que vous proposez, mais c'est pas figé. L'idée, c'est vraiment, que tout le monde puisse. Il faut que ça ressemble. Tout à l'heure, vous employez un mot qui m'a amusé. C'est quoi? Il faut que ça ressemble à des puces. Non, ça, c'est pour faire plaisir aux juristes. Voilà. Si je puis dire, hein, on devait faire une offre conforme. Le plus raide que ça, on meurt. Rassurez-vous, on va faire quelque chose de plus décontracté, hein, à la Lilo, quoi. Ouais. Un peu plus jazzy, un peu plus tout ce que vous voulez, mais bon, ça c'est une base pour vous dire jusqu'où on peut aller, mais c'est encore rien, si vous voulez. C'est les intentions, c'est dire voilà, on est ouvert, mais ces images, c'est pas encore assez ouvert. Hein, les vieux tapis pour faire une cloison verticale propre. Hein, nettoyer la ressource namuroise, ouais, un mur en bouteille de plastique, si vous voulez, ou en bouteille, en vieille bouteille de vin, whatever. Hein, des cajots empilés, un mur de sable, un mur une petite cloisonnette en briques de terre crude ou en lin, si vous voulez, et ainsi de suite. Quoi. Donc, hein, on a une bonne capacité portante pour les planchers. Oui, on a aussi, à propos du plancher, oui. Vous avez tous entendu parler de la pétition signée entre autres mon pote de l'Académie Vanny Perzeel sur la directive européenne sur les forêts qu'on planterait pour faire du bois de chauffage. Ça va la tête, c'est comme les tomates qu'on cultive avec des lettres. Hein, quand on fait pousser un arbre, c'est pour faire une planche, c'est pas pour faire du bois de chauffage. Hein, et donc il y a assez de petites branches et de brindilles et de déchets pour faire un petit peu de bois de chauffage, mais les pellets ne sont pas une source d'énergie renouvelable, loin de là, et pas du tout une énergie propre. Hein, pour rappel, hein, il y a le photovoltaïque, le soleil, le vent, et l'eau, les hydrauliques et tout le reste, no good, quoi. Hein. Et donc, on s'est préoccupé, en Wallonie, on a beaucoup de bons bois, mais on ne met pas le bois de troisième choix dans la catégorie des bois de charpente. Et d'aucuns, d'ailleurs, vendent leur bois de troisième choix total pour faire des palettes de chauffage. Et donc, on a décidé de faire les planchers en planches de bois de troisième choix, c'est-à-dire 30% du boissier de Wallonie qui est pour le moment broyé pour faire des palettes de chauffage, on n'a pas idée, hein, on va l'employer pour faire les planchers. Et donc, et les planchers sont des planchers contenants, ça veut dire qu'on peut un jour ajouter des tuyaux d'égout ou d'amener dessous, vous voulez. Hein, on n'a qu'à ouvrir le plancher. Hein, et au-dessus, on a des dalles de granito. Et depuis qu'on a rentré l'offre, ça Jean-Pierre scoop pour lui. Ah non, ici évidemment pour un autre projet. Il y a un jeune doctorant de la KUL qui développe des bétons de polymère, donc avec les scories des hauts fourneaux, ce dont les sidérurgistes ne savent pas quoi faire. Eh bien, un jeune mec a trouvé une manière d'employer ce déchet pour faire un béton qui absorbe du CO2 plutôt que d'en produire, parce que rien n'est plus polluant que du ciment. Et donc, depuis qu'on a découvert ce matériau, on va évidemment vous mettre des dalles en géopolymère, donc en non-béton, en béton gentil, en béton qui prend du CO2 plutôt que d'en rejeter, comme l'infâme ciment qu'on emploie depuis beaucoup trop. Monsieur Sama, on est déjà arrivé au terme du timing de l'intervention. Eh bien, la suite, quand vous voulez. Mais écoutez, attendez, on va regarder déjà quelques questions qui ont germé dans la salle, dans le public, par rapport à votre intervention. On va demander à la régie
de les lancer. On va voir déjà un petit peu quelles sont justement les réactions par rapport à cette présentation. Regardez, voilà. Il y en a beaucoup, à nouveau. On ne saura peut-être pas toutes les voir. Il y en a qui ont l'air marrantes, mais c'est bien. Un petit peu d'humour, c'est bien. Est-il vrai que la climatisation n'est pas prévue, mais uniquement un système de ventilation? Ben ça, on viendra tout à l'heure, on en parlera. Les ateliers des ouvriers provinciaux se situeraient dans les caves du bâtiment. On va en parler aussi tout à l'heure avec vous, Monsieur Samin. L'équipe d'entretien, puisque tous seront nouveaux, que va devenir l'équipe d'entretien? Mais ça, c'est peut-être pas à vous à y répondre. Et alors, il y a le nouvel uniforme provincial, et ça, je ne sais pas si, si vous êtes allé jusque-là dans votre réflexion. Qu'est-ce que j'ai osé dire d'incorrect politiquement pour une phrase comme ça? Ça, c'est pour M. Suinen. Hein. Merci, Monsieur Samin. Je vous avais dit qu'il était inspirant. On va maintenant parler de choses plus concrètes. On va parler de planning, de détails, de dates, etc. Parce que ça aussi, ça fait partie des questions que vous posez. On accueille Pierre Skerens, inspecteur général de l'administration, de l'environnement et des services techniques, qui va un petit peu nous détailler les plannings. Et de nouveau, pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à poser des questions. Je vois que vous êtes en forme, donc allez-y, lâchez-vous. Mais le mot d'ordre est bien suivi. Voilà le numéro qui s'affiche à nouveau. Monsieur Skerens, nous vous écoutons. Merci. Alors, après la période de rêve de M. Samin, je crains que le réveil soit un peu brutal, puisqu'on vient de découvrir ce que sera notre maison administrative. Voyons maintenant quand nous allons la réaliser. Alors, je ne vais pas être fastidieux et vous énumérer tout le détail de toutes les tâches avec le début et la fin de chacune. Néanmoins, je voudrais commencer par un petit rappel, ce qui permettra de comprendre l'ordonnancement des grandes étapes. Donc, le marché que la province a lancé avait pour objet la conception, ça c'est fait, la construction et l'équipement de la maison administrative, c'est à venir, ainsi que l'aménagement des abords. Alors, il y avait deux options obligatoires. La première concernait l'étude, la fourniture, la pose de parachèvement qui vont permettre l'aménagement des locaux afin de mettre en œuvre les nouvelles méthodes de travail. Et la deuxième option obligatoire concernait la fourniture et l'installation de tous les mobiliers fixes ou mobiles qui découlent de ce nouveau concept de travail. Alors, maintenant pour le planning, on l'a déjà dit, le marché a été attribué le 7 décembre 2017. Le délai de tutelle est venu à expiration hier soir et j'ai le plaisir de vous annoncer que la région n'a pas émis de remarques sur le projet. Nous en avons été informés ce matin. Donc ça, c'est déjà une très belle étape de franchie. Nous comptons donc déposer la demande de permis pour fin du mois de février et nous espérons l'obtenir pour le 30 juin 2018. Cela permettra donc d'envisager un début des travaux courant du mois d'août 2018 et une fin début 2020, mi-janvier 2020, mais tout ça est bien sûr soumis aux aléas que nous rencontrerons pendant le chantier. Donc le gros œuvre débutera aussi au mois d'août 2018 pour se terminer fin septembre 2019. Les parachèvements débuteront mi-juin 2018 pour se terminer à la fin du chantier mi-janvier 2020. La mise en œuvre des techniques spéciales débuteront le 15 avril 2019 pour se terminer fin 2019. Les abords débuteront assez tôt dans le projet, le 25 octobre 2018 pour se terminer quasi un an plus tard. Et ça, c'est un rêve de M. Samin, c'est de faire un chantier dans un jardin. Donc, quand nous occuperons le bâtiment, nous aurons déjà gagné à peu près 1 an de pouce au niveau des plantations. Et enfin, les deux options. La première débutera le 23 avril 2018 pour se terminer fin 2019 et la deuxième fin septembre 2018 pour une fin décembre 2019. Alors, les plus attentifs d'entre vous pourraient trouver étrange que l'on commence les opérations sur les options avant à peine d'avoir entamé le gros œuvre. En fait, c'est pour permettre ce qu'on avait annoncé et répété à plusieurs reprises, c'est l'implication des agents. En effet, vous allez être impliqués dans le choix de l'agencement et des aménagements des lieux intérieurs. Alors, on l'a exposé tout à l'heure, 5 thèmes ont été proposés par l'auteur de projet, mais il l'a confirmé déjà ici que ceux-ci ne sont pas du tout limitatifs. Vous pourrez donc en proposer d'autres, les décliner également, et je dirais surtout
laissez vos imaginations et votre créativité se déployer, ce sera sans doute ce qui rendra notre lieu de travail futur le plus adéquat. Alors, dès la demande de permis, nous allons, avec l'équipe de l'auteur de projet et l'entrepreneur, nous réunir afin de finaliser le dossier d'exécution, car effectivement, ici, c'est une offre, c'est un dossier d'offre, et donc il y a encore des détails à affiner, mais également organiser votre apport dans le choix de ces aménagements et du mobilier. À cette fin, on ne va pas vous laisser seul, et ce n'est pas la province qui va s'en charger toute seule. Nous allons travailler et nous serons encadrés par l'équipe des architectes qui vous rencontrera à plusieurs reprises afin d'aboutir à un agencement qui réponde à vos besoins et à vos aspirations. Alors, cette consultation concerne les services, voire même les cellules qui composent ceux-ci. Ce sera donc l'occasion de mettre en place une collaboration de grande ampleur entre les différents acteurs que nous sommes. Ce sera donc un très beau team building. Alors, on l'a dit aussi, l'équipe des architectes veillera également, dans l'encadrement, à assurer une cohérence de l'ensemble, en respectant le programme qui a été défini, mais aussi, et ça c'est plus terre à terre, en respectant le budget qui était prévu. Enfin, je pense que on l'a expliqué, et ça je crois qu'il faut le souligner, au niveau du dossier, et c'est ce qui explique qu'on doit débuter la réflexion sur les aménagements très tôt dans le projet. La majorité des matériaux nécessaires à ceux-ci seront fournis par la ressourcerie, qui sera donc associée au projet dès le départ, et on aura donc là l'occasion de mettre en œuvre aussi un beau projet d'économie circulaire. Enfin, des visites de chantier, des événements seront organisés durant la durée des travaux afin de vous permettre de découvrir et de vous familiariser avec votre nouveau lieu de travail. Je vous remercie. Merci, M. Skerens. Attendez, ne quittez pas, on va regarder les questions qui étaient posées. J'observais la salle, je voyais encore quelques écrans qui s'allumaient. Ah ben voilà, il y en a effectivement toute une série. Des questions oui, qui s'adressent plutôt à la partie là, plus technique, qui va entretenir les jardins, les places de parking 350, est-ce que c'est peu, est-ce que c'est assez, le pourcentage d'énergie électrique produit par le photovoltaïque, l'aménagement des 8 patios, ça aussi c'est une question qu'on pourra aborder lors du petit salon. En tout cas, merci M. Skerens, et on se retrouve dans quelques minutes après l'intervention et l'interview de l'intervenant suivant, qui est le directeur général, Valérie Zunen. Valérie Zunen, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Alors, on est à peu près à la moitié de ces interventions. On va écouter l'intervention de Valérie Zunen. Je vais lui poser quelques questions, et puis il y aura le grand moment des questions-réponses. Et après ça, un petit drink, mais on en reparlera, et la découverte aussi, si vous le souhaitez, de la maquette qui est dévoilée dans le hall d'entrée à la sortie. Mais en attendant, Valérie Zunen, c'est un grand cap aujourd'hui. Hein. C'est l'aboutissement, enfin, ce n'est pas un aboutissement. L'aboutissement, ce sera dans 2 ans. Il n'y a jamais d'aboutissement à ce genre de projet, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un cap? Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Oui, donc c'est un cap important. C'est aussi une émotion importante d'amener aujourd'hui un projet. Après des années où on a repensé le projet, après des années où on a réfléchi, où on a entendu une série de critiques de notre projet, où on a tenté au maximum de les accueillir, d'y répondre ensemble. Et donc aujourd'hui, oui, on est très content d'avoir ce projet. C'est aussi une émotion parce que c'est l'aboutissement d'un travail éminemment collectif avec nos autorités politiques, avec le comité de direction, avec l'investissement du groupe moteur qui a porté ce projet, et aussi avec la participation des organisations syndicales. C'est clair qu'on a eu la chance, et on a la chance en province de Namur, d'avoir des organisations syndicales qui sont très constructives et sur lesquelles on peut travailler sur des nouveaux modes d'organisation. Tout à l'heure, j'ai présenté M. Samin comme le papa du projet, mais toi, tu es le papa du papa, si je puis dire. Est-ce que... Un peu plus jeune. Qu'est-ce que... c'est la concrétisation d'une vision qu'à un moment, tu as portée. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai porté, je pense que c'est vraiment un travail collectif. Voilà, c'est clair qu'il y a eu un moment de départ, c'était fin 2013. Voilà, quand effectivement le collège dit on retravaille sur un nouveau projet,
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on était en plein dans notre plan de management et on avait fort réfléchi sur le plan de management du SPF Sécurité Sociale, qui avait à l'époque lancé son plan qui s'appelait Novo, et qui était très similaire dans la mesure où ils ont vraiment développé un changement managérial lié à une nouvelle implantation. Voilà, donc, parce que voilà. c'est pas juste un bâtiment. Là, on a vu l'architecte, on a vu le bâtiment, on a vu à quoi il va ressembler, on a vu des coupes transversales, on a vu des coupes dans tous les sens, on a vu les fameuses ambiances zen, graphiques et autres. Quelle est l'ambiance que toi, tu préfères comme ça? Moi, l'ambiance, a priori, je dirais c'est la dernière, j'ai déjà oublié, la récup, je pense, Oui, c'est celle ça, avec oui. le moulure au plafond. On me dit que c'est celle que les gens aiment le moins généralement quand on leur propose. Mais bon, donc ça, voilà, ça, je rassure tout le monde, je ne l'imposerai pas. Toujours. Ça, c'était pour l'anecdote, mais au-delà du bâtiment, maintenant, il y a des ambitions managériales. Il y a des changements dans le fonctionnement de l'administration qui vont accompagner ce bâtiment. Oui, donc c'est vraiment ça. Donc c'est un projet qui dépasse les briques. Tu parlais de la musique Lilo, on en parlait tout à l'heure. Tu as compris les paroles maintenant? Non, justement, non, tu n'as pas compris les je paroles. compte un petit peu sur toi. Mais donc voilà, en fait, elle parle dans sa chanson de l'émerveillement qu'on peut avoir quand on a quitté sur une longue période son chez-soi et qu'on y revient et qu'on s'y sent bien. Voilà, je résume, mais l'idée voilà, qui guide notre réflexion depuis le début, c'est ça, c'est d'offrir un lieu où tout le monde s'y sent bien, où on trouve l'espace adéquat pour travailler, mais la première réflexion qu'on dit, c'est comment on peut être efficace au travail. C'est simplement d'être dans un endroit où on s'y sent bien. Alors évidemment, donc les ambitions managériales elles nous ont porté, elles nous ont mené à travailler sur deux choses, je dirais, travailler sur l'espace et travailler sur le temps. L'espace, on s'est dit, première réflexion, on s'est dit, voilà, est-ce qu'on est vraiment efficace quand on doit être 8 heures tout seul dans 15 mètres carrés? On s'est dit qu'il y avait aujourd'hui d'autres modes de possibilités, que ce soit un travail au sein de notre site, la maison administrative, mais aussi un travail en dehors de la maison administrative. Et donc, à partir de là, on a dit, est-ce qu'on reste dans cette structure où voilà, le big boss a plein de mètres carrés, 50 mètres carrés, un gros bureau, et puis que l'auxiliaire d'administration, là, avec 5 de ses collègues sur 15 mètres carrés. Toi, tu auras un bureau privatif ou Non, moi, je serai comme tout le monde, j'aurai pas de bureau, et je peux dire que ça sera encore aussi un fameux changement pour moi aussi, de m'adapter à cette nouvelle forme d'organisation. J'avais une question à te poser, parce qu'on on a un petit peu discuté en amont de cette intervention. Toi, ce que tu veux, c'est que ce soit une maison où il y a une sérénité mais c'est une maison où on travaille, on ne sait pas toujours être serein. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à cet objectif de sérénité? Quelle est la philosophie là derrière? La philosophie derrière, c'est d'amener un cadre, donc d'offrir vraiment le cadre, et c'est pour ça on a accordé beaucoup d'importance au cahier spécial des charges aux abords, parce qu'on dit on veut que à l'arrivée sur le site, qu'on se sente bien, voilà, qu'on se dise ah oui, on est bien ici, et on arrive dans le bâtiment, et voilà, et c'est agréable, c'est un cadre agréable. Donc voilà, alors on ne peut pas garantir évidemment la sérénité à 100%, mais je pense que le cadre et l'environnement de travail peut jouer beaucoup dans cette dynamique. Si tu me permets, je reviens un peu sur les ambitions managériales, parce que je parlais de l'espace, je veux parler du temps également, dans la mesure où M. Samin esquissait un peu l'idée. L'idée, c'est aussi qu'on puisse couper la journée. Donc je pense aussi, de la deuxième réflexion qu'on s'est fait, c'est est-ce qu'on est vraiment efficace quand on impose à tous de faire un 8-4 ou un 9-5. Alors on dit, il y a peut-être une série de gens qui ont envie de travailler différemment. Alors je ne dis pas à l'extrême de travailler dimanche, parce qu'il faut garder des zones où on s'écarte un peu, où on s'écarte du travail, mais enfin couper sa journée, travailler pour partie chez soi, pour partie au bureau, travailler chez soi, au bureau, chez soi. Je veux dire, ça va être des dynamiques qui vont être possibles. Est-ce que j'essaye d'imaginer, je suppose comme plein d'agents dans la salle, le matin, on arrive et on s'installe où on veut, non pas tout à fait quand même. Oui, non, c'est ça. Donc, je ne pense pas que ça soit un désordre dans l'ordre ou un ordre dans le désordre, comme ça a été dit. Voilà, il y a une organisation globale de l'espace qui va être mise en place, c'est-à-dire qu'il y aura des zones d'équipe, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, on arrive, a priori on rentre dans sa zone. Maintenant, si on veut aller travailler dans une zone, ça reste évidemment toujours possible. Si on doit aller travailler avec un collègue d'un autre service, on peut évidemment aller dans un autre service. Mais l'idée, c'est que, voilà, je l'ai dit plusieurs fois, parce que c'était une inquiétude qui revenait des agents, c'est de dire on n'arrive pas
à l'entrée, et on ne regarde pas un gros tableau où on se dit aujourd'hui je vais travailler dans le fond du premier étage, ou dans la zone bleue, ou dans la zone verte, ou dans la zone orientale. Enfin, je veux dire, voilà, l'idée c'est que les équipes réfléchissent ensemble à leur aménagement de zone, au mobilier de zone, et puis qui vivent a priori dans leur zone avec une série d'espaces partagés qu'on a voulu, dans le cadre d'un sentiment d'appartenance globale à l'institution. Voilà, que ce soit la salle de sport, on a dit les abords en général. Et puis on a conçu aussi à la demande des agents une série de services. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'administrations qui pourront se dire qu'on intègre, et ça on a la fabuleuse opportunité d'avoir le service provincial d'aide familiale parmi nous. Donc on intègre un atelier de petits services sur le site, donc un atelier de repassage, et de nettoyage à sec. On fait une démarche d'alimentation saine, on va pouvoir se faire livrer nos colis personnels sur le site, et une école de devoirs, un espace co-accueillant à côté à l'Institut Saint-Aubin. Donc c'est quand même pas mal de services qui sont offerts aux agents et que l'absence de projet n'aurait pas permis de leur donner. Ça ressemble un petit peu, tout à l'heure, quand je discutais entre deux interventions et en préparant ici avec Philippe Samin, il me disait que ça ressemble un petit peu à l'organisation des GAFA, hein, de la Silicon Valley, les Facebook, etc. Est-ce que c'est un petit peu ça, est-ce que ça s'inspire un petit peu de cette philosophie où le bien-être au travail devient une chose majeure dans l'organisation? Oui, objectivement, je ne le connais pas, je l'ai été visité, donc je ne peux pas répondre à la question. Mais oui, en tout cas, la deuxième question, est-ce que c'est le bien-être qui est prépondérant? Oui. Et ça, je peux dire que c'était vraiment assez remarquable quand on a travaillé avec la société Colliers au départ. C'est la première chose qu'ils ont fait, ils sont là, on leur remercie d'être là. C'est de dire, finalement, en interrogeant les autorités politiques, en interrogeant nos managers, qu'est-ce que vous recherchez dans le projet? Et tout le monde a dit la première chose, c'est le bien-être. Et donc voilà, et ça après, ça a été notre ligne de conduite de travail jusque-là. On est là en début 2018, il y a encore 2 ans. Je suppose que tu ne vas pas attendre le jour de l'ouverture des portes pour anticiper les changements. Comment est-ce que ça va se passer maintenant, ces 2 ans? Donc voilà, c'est évidemment 2 ans qui vont nous paraître très longs parce qu'on a envie d'y aller, et 2 ans dont on a bien besoin pour travailler, pour affiner le dossier. Ce qui est important, je dis, parce que c'est un peu la réflexion que j'avais hier en préparant cette séance, j'ai dit comment ça se fait qu'aujourd'hui on peut porter ses ambitions et qu'on n'a pas vraiment peur. Je pense que c'est parce qu'on a fait un travail ensemble avec le comité de direction, avec les managers, avec le personnel depuis quelques années de modernisation de notre administration. On a lancé le plan Convergence qui était un plan pour améliorer notre leadership, pour la communication, la simplification. Et donc tout ça nous fait qu'on est déjà finalement dans ce processus de modernisation déjà bien en place, et qu'on se dit, ouais, les ambitions sont grandes, mais d'un autre côté, que voilà, on n'a pas peur, et on est plutôt confiant aujourd'hui pour les mener. Tu es confiant? Oui, je suis confiant, et je dirais d'autant plus que alors que au lancement du plan Convergence, je venais d'entrer en fonction, il y avait plus un sentiment de solitude. Aujourd'hui, il y a vraiment une démarche collective qui nous porte. Donc je me dis, demain, je peux me casser les 2 jambes et partir faire un tour du monde. Je suis sûr que la map se poursuivra et le projet se poursuivra. On va aborder aussi la mobilité, et il y a déjà eu des questions sur la mobilité. Il y a des agents qui venaient travailler en centre-ville, notamment par le chemin de fer, et qui vont devoir aller jusqu'à Salzines. Est-ce que la mobilité, c'est quelque chose, je crois que tu as beaucoup travaillé dessus, c'est quelque chose que tu peux entendre aussi, je crois. Je crois que par principe, on entend toutes les préoccupations, toutes les inquiétudes. On sait ce que c'est un processus de changement, on sait que ce n'est pas facile, on sait qu'il y a une série d'appréhensions, et on est toujours parti du concept qu'il n'y avait pas de préoccupation futile. Donc que dès lors qu'il y a préoccupation, dès lors qu'il y a inquiétude, c'est quelque chose qui touche aux gens et qu'on doit le prendre en considération. Donc ce qui nous revient énormément, évidemment, c'est la question de la mobilité. Les organisations syndicales attirent régulièrement notre attention là-dessus. Et donc c'est vrai qu'on y réfléchit. Je pense qu'il y a quelque part une certaine dramatisation de la situation sur certains aspects, mais il y a à côté de ça des difficultés réelles. Si je prends l'accès global au site de Salzines, je pense que ça a été dit, plus de la moitié de nos agents sont déjà sur Salzines, donc ça ne va pas changer grand-chose. Ceux, qui viennent avec leur véhicule et qui ne doivent pas traverser le centre de Namur pour y accéder, ça ne va pas être différent d'aller dans le centre de Namur ou d'aller à Salzines. Maintenant, il y a une réelle préoccupation, à mon sens, ce sont les gens qui viennent en train jusqu'à la gare de Namur
et puis qui avaient un bureau dans le centre-ville et qui dorénavant devront retrouver, enfin faire la distance qui n'est pas énorme, je pense que c'est 2-3 km, mais elle existe quand même jusqu'à Salzine. Comment est-ce que les agents peuvent s'y rendre? Pas à pied. Bah, à pied, c'est une option. J'ai fait, ça fait 27 minutes. Tu as calculé un jour il pleuvait ou un jour il faisait beau? Ouais, c'était un peu entre les deux. En tout cas, il faisait très froid, je me souviens. Mais donc voilà, tip-top, ça fait 27 minutes. Je pense que ça peut se faire. Je peux quand même pas dire ici que ça doit être le mode de transport, le mode de transport habituel. Je pense que ça doit être un truc, sauf pour ceux qui aiment, mais quelque chose d'exceptionnel quand il fait beau, quand les conditions s'y prêtent, quand on a envie de se vider la tête. Bon, on peut le faire à pied. Maintenant, sinon, effectivement, le bus, je suppose. Oui, non, il y a vraiment une liaison de bus qui est active. Donc, effectivement, c'est une liaison. Il y a un bus toutes les 10 minutes, un peu plus en heure de pointe. Est-ce que tu l'as essayé aussi? J'ai aussi essayé le bus. Donc voilà, là, j'ai pris le train à 7h31 du matin de Jean-Roblou, je suis arrivé à 45 à la gare de Namur, à 55 j'étais à l'arrêt de bus et 10 minutes après j'étais au campus. Bon, on me dit que j'avais soit beaucoup de chance sur le jour, ou soit que j'étais 20 minutes avant les bouchons. Mais bon, ce qui me fait dire que finalement les bouchons, en tout cas le matin, sont quand même sur cette ligne de bus, qui ne prend pas aussi la chaussée de Charleroi, qui est une chaussée fort embouteillée. Ce qui me fait dire que finalement le matin, la période d'embouteillage, elle est assez réduite dans le temps. Et puis, la province travaille sur un système de parking vélo à la gare. Oui, donc c'est une option qu'aujourd'hui on étudie. À la gare et évidemment sur oui, non, c'est ça. Donc ça, on l'a dit. Sur le site, pour nos amis, nos collègues qui viennent en vélo, et ceux qui désiraient le faire, ça va être idéal. Je veux dire, un parking fermé, couvert, avec des vestiaires pour se changer. Donc ça a changé un peu la vie de ceux qui viennent en vélo. Et voilà, et à côté de ça, pour ceux qui veulent s'y mettre ou ceux qui veulent s'y mettre après la gare, on a cette option si, encore une fois, dans les sondages, parce qu'on est accompagné par Transitech en la matière, si les gens nous disent que vous avez une forte demande en la matière, on pourrait réfléchir à avoir un parking privatif à la gare où les gens pourront prendre leur vélo, voir est-ce qu'on mettra une flotte de vélos sur place, ça, on doit encore y réfléchir, mais c'est une option. Oui. Donc vélo, à pied, t'as essayé le vélo? Non, ça, j'ai pas encore essayé. Mais en tout cas, je pense vraiment que la solution, plus j'y pense, plus je me dis que la solution, elle est multimodale et multi-horaire. Donc, je veux dire, si on trouve une flexibilité horaire, si on trouve une flexibilité modale, c'est-à-dire quand il pleut, on prend le bus, quand il fait un peu meilleur, on prend le vélo ou on va à pied. Voilà, je pense que ça ne doit pas être trop lourd d'accéder au site. L'idée, c'est de concilier cette mobilité, la question de la mobilité, avec la question de la flexibilité des horaires. Oui. Un agent pourrait travailler 1 heure ou 2 chez lui et éviter les bouchons et venir un petit peu plus tard au boulot. Oui, c'est exactement ça. Donc on va travailler sur un assouplissement horaire. Ça ne veut pas dire moins de travail. Ça veut juste dire qu'on l'organise différemment en se reposant essentiellement sur l'agent. Ce qui me permet d'aller un peu plus loin dans la réponse que je disais. Qu'est-ce qu'on doit faire d'ici 2020 ? Ça sera la première chose. Je dirais, il y a tout un travail d'ordre stratégique à faire, c'est-à-dire faire partager avec nos collègues la vision, les valeurs de l'institution et décliner ça jusqu'aux objectifs individuels des agents pour que ce soit les objectifs qui guident notre action et plus nécessairement le contrôle horaire. Et puis, on a différentes choses sur lesquels on travaille. Oui, aussi important, c'est qu'on parle de MAP, maison administrative, on aimerait sortir à un moment de cette appellation, et là aussi on va travailler avec les agents pour trouver une nouvelle appellation. On va travailler sur tout l'aspect IT, pour avoir un bon équipement facile pour les agents qui travaillent dans la MAP ou qui travaillent en dehors de la MAP. Encore une petite digression en disant que le projet aujourd'hui qui est mené, il concerne la MAP, mais il concerne aussi tous nos collègues des autres services. Dans la mesure où on veut aussi implanter cette nouvelle organisation du travail un peu partout, mais dans la mesure où aussi on va essayer de valoriser au maximum nos locaux en dehors de Namur et aux quatre coins du territoire pour créer des espaces de coworking. Donc celui qui préfère, plutôt que télétravailler tout seul chez lui et qui a un local provincial, je veux dire à proximité, rien ne l'empêchera d'aller rejoindre quelques collègues et travailler sur site.
Voilà, et sur l'assouplissement horaire, on doit évidemment travailler sur l'ensemble du cadre du travail, voilà, parce que bon, c'est carrément un travail en fonction publique, donc on travaille avec des règlements et autres. Donc voilà, on doit trouver cette flexibilité horaire, on doit travailler sur l'aspect environnemental, là où on porte des ambitions énormes. On a parlé des ambitions, ici encore d'énergie positive pour le bâtiment, et de façon globale, un bâtiment, je dirais, actif en matière de développement durable, mais on le veut aussi que ça soit dans notre fonctionnement, donc tant dans notre politique d'achat globale à la province que dans le comportement dans notre comportement pour essayer d'arriver, ça serait quand même une énorme réussite qu'on soit une administration zéro déchet au moment où on entre à la MAP. Tout à l'heure, je disais, je suis confiant, il y a de l'incertitude, il y a aussi de l'inquiétude. On le voit un petit peu même filtré dans les premières questions. C'est quelque chose dont je suppose tu es un petit peu conscient. Les changements engendrent un petit peu d'inquiétude. Comment est-ce que vous allez gérer ça ? Je veux dire, aujourd'hui on est mobilisé. Je pense que la proximité et l'écoute, ça fait partie de nos valeurs. Donc on est de loin pas du tout insensible aux inquiétudes, aux préoccupations de chacun, même si elles nous paraissent de prime abord de moindre importance. Et donc chaque préoccupation, elle sera accueillie, on va y travailler, et donc il y a un rôle majeur, on n'a peut-être pas encore assez parlé aussi, de notre groupe des ambassadeurs qui sont nos relais dans chaque service et qui doivent informer les différents services de l'évolution du projet, mais aussi faire revenir l'ensemble des préoccupations du terrain pour qu'on puisse travailler dessus. Voilà, je pense que vraiment on peut travailler sur des accompagnements et ça va, dans tout le travail qui sera mené, ça sera la plus grosse partie de notre travail. Hein. Ça va être de l'accompagnement, de la préparation au changement, de la préparation aux nouvelles façons de travailler pour qu'on soit prêt. D'ici 2 ans, avec notre philosophie, et ça je le répète depuis le début, nous on veut laisser personne au bord du chemin, donc on n'est pas dans un truc où on disait on pense que il y a que ceux qui se mettent directement dans la locomotive qui arriveront en destination. Nous on prend tout le monde et on ira à la vitesse de tout le monde, et on essayera aussi de trouver des accommodements si des personnes n'arrivent pas à adhérer complètement au concept. J'ai l'impression qu'on arrive tout doucement au bout de notre intervention et j'ai l'impression qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait quelque chose que tu souhaites ajouter. Oui, non, je crois que c'est très bien. C'est très bien. Attends, ne pars pas tout de suite, on va voir les questions que tu as suscitées et puis on va les voir. Voilà, il y en a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai vu des questions sur les moulures, j'ai vu des questions... c'est un jour de chance, parce que quand j'ai réunion et que je dois aller au campus, c'est bouché de chez bouché. Ça, c'est possible que effectivement, tu as eu un jour de chance en prenant le je vais quand même bus. au campus 3 fois par semaine en moyenne. Oui. Dans le temps, quelqu'un qui doit bouger de la maison provinciale du Mieux-être ne pourrait-il pas travailler depuis celle-ci ? Ça, c'est une question sur laquelle on reviendra. Pouvez-vous décrire les différentes zones du bâtiment et préciser les fonctions types ? Ça, on pourra revenir avec toi, avec M. Samin. La confidentialité, c'est vrai, la confidentialité. Si même le DG n'a pas de bureau pour lui, comment est-ce qu'on fait ? En communication téléphonique aussi. Et pourra-t-on profiter de la chambre ? Bonne question, pourquoi pas, on va voir. J'invite tous les intervenants, en plus le président Jean-Marc Van Espen, à nous rejoindre au petit salon pour répondre aux questions qu'on va revoir. Et là, on se donne vraiment le temps. On a 40 minutes devant nous pour un petit peu faire le tour de ces questions. Merci à tous d'être là. Merci à Jean-Marc Van Espen de nous avoir rejoints. Je vais demander on va essayer de les regrouper par thématique, les questions. Et vous avez vu, il y a eu énormément de questions, donc je vais être un petit peu... je vais en prendre quelques-unes, on ne saura pas répondre à toutes. Comme déjà dit tout à l'heure, les questions qu'on n'aura pas abordées aujourd'hui, elles se retrouveront sur l'intranet de la province de Namur. Tous les agents pourront y avoir accès et voir les réponses. Montrer un petit peu ça. La mobilité, oui, on a beaucoup parlé de mobilité. Avez-vous déjà pris le bus, mais ça, oui, à la gare de Namur pendant les heures de pointe? Peut-être pas. Je viens tous les jours à vélo, y a-t-il un accès sanitaire? Concernant la mobilité, que prévoyez-vous pour les personnes qui viennent en train pour faire le trajet Namur-Centre-Salzine? On en a un petit peu parlé. Relativiser les soucis potentiels. Je passe tous les jours par Salzine, j'aimerais savoir comment faire. Quel pourcentage des gens qui viennent travailler à vélo? Et il y en a encore. Est-il vrai que le plan de mobilité demandé à la province n'est pas encore fait?
peut-on imaginer de se rendre à la map en bateau, en amourette par exemple? Tiens, je vais commencer par les deux dernières. Ah ben, Philippe Samin, il a envie de répondre à ça. Tenez, voilà. Est-ce qu'on peut venir à la maison en... Eh bien, figurez-vous qu'on a prévu l'option, en effet. Hein, si la amourette va jusque-là, elle peut y arriver. Mais par contre, ce qu'on a regardé en détail, et ça allait d'avancer bien, c'est la prolongation de l'avenue Watrin, parce que ça décongestionne absolument tout. Et surtout vis-à-vis des habitants de Salzine, voilà ce que je veux dire. Merci. Est-ce qu'on peut revoir d'autres... Est-il vrai que le plan de mobilité demandé à la province n'est pas encore fait? Qui peut répondre à cette question-là? Monsieur Skerens. Alors, je vais essayer d'y répondre. Effectivement, le plan mobilité, qui est en fait un plan de déplacement d'entreprise, n'est pas achevé. C'est une mission qui a été entamée par Transitech au mois de septembre 2017. Et ils ont terminé l'inventaire, je veux dire, des modes de déplacement actuels des agents, et ils sont en train de réfléchir sur les pistes à proposer dans le cadre du plan de déplacement d'entreprise. Et je dirais que pour juste un exemple, vous parliez tout à l'heure de la liaison en train, des gens qui arriveraient. Il faut savoir que depuis peu, il y a une liaison directe entre Jambes et la gare de Ronay qui se trouve à moins d'un quart d'heure du site de la maison administrative à pied. Merci, M. Skerens. Vous pouvez remettre, je demande à la régie de nous remettre les questions. C'est une question toute pratique, toute concrète, mais finalement qui intéresse les personnes qui sont concernées. Je viens tous les jours à vélo, je vous le lis. Y aura-t-il un accès à des sanitaires et une possibilité de faire sécher le linge humide? Alors, la réponse est brève, oui. Voilà, merci. Concernant la mobilité, relativement... Bon, je vais poser une question globale, là, je vois. Relativiser les soucis potentiels de mobilité, 3 petits points, c'est quelqu'un qui remet en doute cette notion-là, à mon avis. Je passe tous les jours à Salzine et j'aimerais savoir comment faire. Est-ce que c'est vrai que Salzine est un point noir de mobilité? Qui veut répondre? Jean-Marc Van Espen, je vois qu'il opine du chef. C'est, à mon avis, dans le projet, c'est un des points les plus difficiles à gérer. Mais on sait que d'abord qu'on est accompagné pour le faire. Nous ne sommes pas les seuls à occuper le territoire de Salzine. Il y a quand même beaucoup d'employeurs fort importants, indispensables pour la vie de Salzine. Et donc, ça mérite d'avoir une réflexion en interne, ce qu'on a, mais aussi avec les partenaires extérieurs, notamment la ville de Namur, notamment les autres employeurs, je pense à Sainte-Élisabeth, au bureau économique. Et c'est ainsi que nous essayons de fait, et nous avons entamé les démarches, d'avoir ce dégagement vers la rue Watrin, ce qui veut dire qu'il faut passer au-delà du chemin de fer. Ça fait... une épreuve pour le chemin de fer. C'est un souci de mobilité, mais de sécurité aussi, avec, dans le cadre des projets de la ville de Namur, il y a quelques représentants ici, la possibilité de faire un park and ride juste à côté de chez nous, ce qui permettrait d'éviter à toute une série de personnes de passer le seul pont, le pont de la Sambre, le pont de la Libération, pour rentrer dans le centre-ville. Et on sait que en marge, à quelques pourcentages de véhicules en moins, ben, ça résout souvent les problèmes de façon exponentielle. Donc si on peut les retenir avant chez nous, ça devrait permettre. Ce n'est pas réglé, il y a des discussions, il y aura des négociations pour faire en sorte qu'on puisse développer ce point qui est pour l'instant bloqué. Merci Jean-Marc Van Espen. On peut me remontrer encore quelques questions. On va parler maintenant d'organisation du travail, thème numéro 2, et ça c'est vrai que là je pense que c'est un thème qui intéresse tout le monde. Je vous les lis en vrac, la salle peut les lire, mais peut-être pas nos intervenants. Comment va-t-on se diriger vers le zéro papier? Où pourrais-je prendre mes appels privés ou confidentiels? Faudra-t-il encore pointer? À quelle heure pourrais-je arriver à la map? Est-ce qu'il n'y aura pas des pertes d'emploi? Puisqu'on dit on va optimiser le travail, alors est-ce que les secrétaires et les huissiers risquent d'avoir des pertes d'emploi? C'est une question que je vois. Les services de santé auront-ils leur place dans la map? L'équipe d'entretien stoïcien, puisque tout sera nouveau, que va devenir l'équipe d'entretien puisque tout sera nouveau.
et de nouveau ici, STPI, puisque tout sera nouveau. L'équipe d'entretien, ça a l'air de... qui peut poser une question sur l'équipe d'entretien? Moi, je ne vois pas exactement à quoi on... Mais donc, la préoccupation de nos collègues du service d'entretien, c'est de dire derrière ça, oui, vous faites un tout nouveau bâtiment, nous, on avait tous les anciens, donc beaucoup de boulot pour nous. Voilà, est-ce que globalement, je pense que c'était ça le sens de leur question, est-ce qu'on va perdre notre boulot? Voilà, parce qu'on n'a plus nos 17 bâtiments à entretenir. Donc la réponse est évidemment non. Voilà, dans la mesure où on a encore une série d'autres bâtiments sur l'ensemble du territoire provincial. Voilà, je peux vous dire, j'en parlais encore avec ma collègue inspectrice générale de l'enseignement et de la formation, elle attend cela avec impatience pour qu'on puisse travailler de façon plus intensive sur son patrimoine des écoles. Même chose pour les maisons du mieux-être. Donc voilà, non, il y aura encore beaucoup de boulot pour le service d'entretien, donc ça je pense qu'il ne doit pas y avoir... Mais maintenant, voilà, ça je veux dire aussi, et j'en profite parce qu'ils sont là, j'ai vu l'équipe ensemble, voilà, on a, je leur ai déjà dit, on a un peu ce réflexe, comme une grosse partie des surfaces sont des surfaces de bureaux, d'oublier de présenter à chaque fois les locaux techniques. Et ça, je peux aussi les rassurer qu'avec Pierre, on ira leur présenter tous les aspects techniques. Mais je peux vous dire qu'ils seront nettement mieux qu'aujourd'hui aussi. Alors, je vais répondre à une question qui était affichée sur l'écran tout à l'heure. Les ateliers pour l'équipe d'entretien ne seront pas dans les caves, ils sont bien au rez-de-chaussée. Je l'avais noté et je m'étais dit que j'allais y revenir, en effet. Est-ce qu'il y aura des pertes d'emploi chez les secrétaires, les huissiers, Jean-Marc Van Espen? Est-ce que c'est un risque qu'on optimise des services, effectivement, à un moment qu'on dise qu'il y a besoin de moins de monde pour faire le même boulot? Alors, les métiers, il y en a certains qui vont se transformer, mais des pertes d'emploi, je crois que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de plan, de licenciement, de quoi que ce soit, et ce n'est pas prévu non plus pour l'avenir. Maintenant, les métiers vont probablement se transformer. Un des avantages de la maison administrative, c'est qu'on aura un seul accueil pour tout le monde. Actuellement, on s'adresse à l'un ou l'autre endroit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour accueillir la personne qui vient pour tel service. Je crois que, de fait, ça permettra d'avoir vraiment un plus pour celui qui s'adresse à nos services de venir dans ce cadre-là, et ça donne du travail malgré tout à tout le monde. Alors, à terme, c'est vrai qu'il faudra peut-être transformer la personne qui s'était habituée à faire le café pour l'un ou l'autre, à se dire qu'il faudra peut-être faire autre chose, mais il y a du travail, franchement, il y a du travail pour tout le monde, et il n'y a vraiment pas de crainte à avoir quant à des risques de licenciement, certainement pas de transformation de nos métiers. On y est tous appelés, tous. Philippe Samin, je vois que vous... Une Oui, petite remarque sur les ateliers. Non seulement ils sont pas dans la cave, mais ils sont éclairés et ventilés exactement comme tous les autres espaces de travail. Ce que je disais, c'est complètement fongible. Donc il n'y a pas de différence entre 1 mètre carré d'atelier et 1 mètre carré pour le DG. Est-ce qu'on peut... Super, merci. Certains services n'ont pas droit au télétravail, la direction le refuse. Que se passe-t-il dans ce cas? Une question vache, je dirais. La direction, c'est... Ah, je crois, oui. D'accord, je vais prendre la question. C'est vrai que dans la première formule, je veux dire, le télétravail, c'est quelque chose d'assez... je pense qu'il y a énormément de nos directions qui se sont adaptées. Certaines directions sont plus réticentes au télétravail. Au départ, on n'a pas voulu leur imposer. Donc c'est clair que voilà, c'est une transformation pour tout le monde, une transformation pour le rôle de manager aussi, de pouvoir manager des gens à distance. Donc à chaque fois, je veux dire, quand on est en transformation, il faut aussi intégrer les contraintes des uns et des autres. C'est clair que par rapport à ceux qui vont rentrer dans la maison administrative, ce serait quasi aujourd'hui, à mon sens, impossible de continuer à refuser, sauf si la logique de service ou la logique de fonction ne le permet pas. Je veux dire, il reste toujours des fonctions où le télétravail reste très marginal. Il y en a, à mon sens, assez peu. On parlait de l'équipe d'entretien. Évidemment que nos collègues ouvriers sur les différents sites, c'est sur site qu'ils doivent être et ils ne doivent pas télétravailler chez eux. Sauf encore quand ils doivent faire un rapport d'intervention, que sais-je. Mais donc voilà. Donc, on va quand même aller vers une tendance où voilà, ça sera plus tenable de toute façon pour les directions d'empêcher
le télétravail. Et donc on va aussi, on disait qu'on accompagnait les agents, on va aussi accompagner fortement nos managers voilà, pour qu'il y ait une adaptation à la nouvelle organisation du travail. Est-ce qu'on peut encore remettre, on est toujours là, alors la flexibilité des horaires basée sur des objectifs de travail sera-t-elle imposée? Ça, on vient un petit peu d'en toucher un mot. Est-ce qu'on pourra travailler sans horaire obligatoire de présence minimum, commencer à 10h et finir à 20 avec une pause de 14h à 15h? Tiens, c'est une question toute simple, toute bête, et puis après j'aurai une question pour Coraline Absil avec la présence du collège. Oui, donc ça, encore une fois, c'est le genre de possibilité, si l'agent le souhaite, que c'est convenu avec son équipe, avec sa direction, voilà, et si évidemment ça ne porte pas préjudice au service, parce qu'évidemment notre rôle majeur c'est le service au public, mais s'il n'y a pas de préjudice au service, bah, évidemment qu'on peut se trouver dans une telle configuration. C'est ça. Coraline Absil, il y a une question là, est-ce que les députés provinciaux, est-ce que les membres du cabinet seront transférés également là-bas ou pas? Oui, tout le monde va à la maison administrative, sauf la présidence du conseil provincial, puisque le conseil reste au palais provincial. Bon, sinon, oui, tout le monde va à la maison administrative et dans les mêmes conditions que les agents provinciaux. Donc, il n'y aura pas un bureau par personne pour les cabinets, je vous rassure. Merci de cette réponse. On est toujours de l'organisation du travail. Je regarde, il est 16h05. Pouvez-vous décrire les différentes zones du bâtiment et préciser les fonctions type? Là, et puis on parlera aussi de la confidentialité. Les différentes zones du bâtiment et les fonctions type, Monsieur Samin, on l'a dit tout à l'heure, oui. C'est pas figé. Du tout. Alors, dans tout type d'organisation, permettez-moi le mot, égalitaire, humaniste, sensible, tel que celui envisagé ici, évidemment qu'il y a des moments de confidentialité, des entretiens singuliers, des coups de téléphone. Et c'est pour ça qu'on a prévu des petits locaux répartis absolument partout, en façade, avec une fenêtre ouvrante, pour des entretiens téléphoniques, pour des rencontres de 2 personnes, d'autres pour des rencontres de 4 personnes. Et ils sont ça, nos amis de chez Colliers, et nous avons fait d'autres bâtiments depuis quelques décennies avec ce concept. Et ce ratio est relativement constant. On a retrouvé les chiffres d'autres organisations similaires aux vôtres qui ont besoin d'un droit de confidentialité. Pour le reste, je vous dis, tout est accessible très proche de l'entrée, tout est très proche de tout, c'est R+1. Vous pouvez vous mettre à peu près n'importe où. C'est à vous, comme vous le disiez, M. Swinen, ensemble à revoir les plans. On a fait un premier exercice pour être bien sûr qu'il y ait assez de mètres carrés. C'est une question, est-ce que en réduisant la surface, il y a encore assez de mètres carrés par personne? Rassurez-vous, on n'a plus de 25 mètres carrés par personne brute. C'est la marche supérieure. En clair, vous pourriez vous mettre 1,5 fois plus de monde dans le bâtiment. Hein. Donc il y a vraiment beaucoup de réserves. Et c'est aussi l'intérêt de ce genre d'organisation. Parce que par rapport à vos vieux mètres carrés et vos bureaux fermés, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de mètres carrés de places perdues qui consomment de l'énergie, qui sont des branle-côtes, qui enquiquinent tout le monde, quoi. Donc, non seulement vous avez moins de mètres carrés, mais vous aurez chacun plus de mètres carrés utiles. Hein. Et en plus, tous éclairés et ventilés naturellement. Vous pouvez bien insister là-dessus, parce que c'est pas si évident à faire. Hein. Alors, quelqu'un parlait aussi de l'aménagement des patios. Hein. Eh bien, avec l'équipe de Jean Blou, on a prévu des aménagements de base, mais comme on a dit, on a un budget pour ça. Et amenez vos idées, hein, même en matière horticole, elles seront les bienvenues. C'est vraiment très ouvert. Merci, M. Samin. Oui, bien sûr, Coraline Absil, on vous écoute. Par rapport au nombre de mètres carrés, je pense que l'étude Colliers a été quand même faite avec de vrais professionnels, et donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à cela. On n'a pas pris le minimum, on a pris plutôt le maximum. Hein, donc je pense que l'étude est là, on l'a déjà présentée, et donc il n'y a pas de souci à se faire pour ça. Une question que j'ai vue passer à un moment, et puis on va passer aux espaces de travail. J'ai vu les services santé. Est-ce qu'ils seront à la map ou pas? Alors, je ne sais pas le sens de la question. Donc, est-ce que les services de santé, c'est-à-dire nos PMS, PSE, services de santé mentale, seront à la map? C'est non. Donc, ils restent sur leur site. Certains doivent trouver un autre site, mais ils ne sont pas dans la maison administrative.
Maintenant, est-ce que, évidemment, nos collègues des services de santé qui devraient venir travailler avec d'autres collègues au sein de la maison administrative pourraient travailler une demi-journée, une journée, si ça leur convient, s'ils ne peuvent pas faire de consultation, accueillir d'élèves? Évidemment que oui. Bien, merci. Alors, Pardon, je peux oui, insister, oui, parce que monsieur vous en Samar. parlez, Madame Mapsil, mais vous avez une réserve, on a dessiné les postes de travail, on pourrait en mettre plus. Hein. Donc, si à un moment donné, il y a besoin de mettre plus de postes de travail momentanément, des chaises comme à la maison, si vous voulez, vous recevez des amis, mais tout à coup, il y en a 2 en plus, on s'arrange à table. Hein, et sans être serré. C'est l'avantage de ce genre de configuration. Nous en avons fait beaucoup. Pour la petite histoire, le créateur, l'inventeur de New of Work est un Hollandais, s'appelle Eric Veltoun, et je sais que je le connais depuis la création de ça et qu'on a eu l'occasion de philosopher sur le sujet vraiment dans le détail, parce que vos craintes sont légitimes, hein, mais et on pourrait imaginer d'organiser des visites pour aller voir des espaces organisés comme ça, hein, pour vous rendre compte, pour que ça fasse un effet waouh chez vous. Vous dites, non, on a un chien, comme c'est chouette, quoi. Ça, je peux vous le garantir. Voilà. Bien, merci. Alors, il y avait déjà une salve suivante de questions, espace de travail, et ça aussi, ça c'est très concret, très pratique. Il y en avait une qui me plaisait bien. Là, j'ai l'habitude de travailler en écoutant la radio. Pourrais-je toujours le faire dans la map? Et elle m'intéresse parce que moi, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière, à un moment de ne plus pouvoir écouter de la musique dans un espace de travail, et je trouve que c'est intéressant. Est-ce qu'on peut écouter la radio ou de la musique dans la map? Alors, est-ce qu'on peut écouter la musique? Je vais prendre différents cas de figure. Donc, si on est dans sa zone avec son équipe, et que toutes les équipes s'accordent sur la même programmation, ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'on peut, dans une zone collective, mettre sa radio individuelle qui risque de ne pas faire plaisir à ses voisins? Évidemment que non. Voilà. Est-ce que quand on doit faire un travail individuel, parce qu'il y aura toujours évidemment des bureaux individuels, parce que la personne pourra écouter la radio ou la musique en le faisant, oui, ça elle pourra le faire aussi. Donc voilà, après, de fait, quand on est en zone collaborative pour écouter de la radio, là, on conseillerait de mettre des écouteurs. C'est une question toute simple, mais j'avais envie de vous la poser. Est-ce qu'il y a des bureaux strictement réservés au personnel soumis au secret professionnel ou médical? Alors, il y a des bureaux prévus, Valérie vient de le citer, il y a des bureaux individuels, et de nouveau, c'est des bureaux qui sont occupés en fonction des tâches que l'on effectue à un moment donné de la journée. Donc, il y a bien des bureaux, il faudra simplement prendre la peine de les réserver pour pouvoir les occuper, puisqu'on sait que tout le monde n'est pas tenu toute une journée à 365 jours par an à des conversations strictement confidentielles. Et donc, alors, c'est le concept un petit peu de ce qu'on appelle le clean desk, c'est qu'après l'avoir utilisé, il ne faut pas laisser traîner ses papiers. Il n'y a pas que pour ces bureaux-là, c'est pour l'ensemble des postes de sûr. travail oui, du tout à site, fait, oui. puisque ces postes de travail pourraient être occupés par un autre agent, soit dans la journée, soit le lendemain, et donc il faut que le poste de travail soit prêt à recevoir cet autre agent. Monsieur Samar, je vois que... Alors, je voudrais faire un témoignage très personnel, parce que comme architecte et ingénieur, nous travaillons avec énormément d'informations dites classifiées, et parfois vraiment de sûreté d'État. Et je m'appellerai le jour, on a été une des équipes qui a participé au concours pour le nouveau siège de l'OTAN, et quand les généraux responsables de sécurité de l'OTAN sont arrivés pour leur expliquer le plan de sécurité, j'ai dit, écoutez, c'est pas compliqué, il y a une clé, la porte d'entrée, une adresse mail, un numéro de téléphone et Clean Desk. Je crois qu'ils sont restés 5 minutes au bureau et on a été crédité. Pourquoi? Parce que c'est la manière la plus sûre de garder une information classifiée. Si, dans un espace collectif, il y a une zone qui commence à être mise sous clé, c'est sûr qu'elle est forcée. Hein, et c'est bien connu en matière de sécurité. Donc, et nous traitons vraiment beaucoup de dossiers classifiés, et dans notre contrat de collaboration, mais il y a une clause qui est très claire, je veux dire, elle a une nature pénale, hein, quand on traite de l'information classifiée. Hein, et nous, pas pris ma botte, tous nos dossiers sont classifiés. Et la manière la plus efficace, et ça fait quand même quelques décennies qu'on fonctionne comme ça, et je vous assure qu'on a transité énormément d'informations classifiées. On vient de terminer le siège du Conseil de l'Union européenne. Il faut imaginer qu'avec tous les attentats terroristes, nous avons dû mettre au point des mesures de sûreté d'État très particulières. Il faut imaginer que cette information, il n'y a pas intérêt à ce qu'elle filtre. Hein. Eh bien, à nouveau, rediscussion là-dessus. Donc, l'aménagement ici est le plus approprié pour assurer une sûreté la plus pointue,
mais il reste des humains derrière. Donc tout ce qui est le hardware, si vous voulez, la partie construction, mais on est dans la voie la plus... celle que les agents de sûreté d'État considèrent comme la plus fiable. Merci, M. Samin. Est-ce qu'on peut remettre les questions? On a répondu les caves du bâtiment, on a répondu l'espace de travail en moins, est-ce qu'il y a la place pour tout le monde? Ça c'est marrant ça. Comment les techniciens de surface vont-elles nettoyer ces locaux remplis de breloques? Bonne chance. Est-ce que quelqu'un... C'est vous qui avez parlé de brol et de marché aux puces tout à l'heure, M. Samin. Entendons-nous, hein, c'est clean desk et rebelote au bureau, parce que très curieusement, notre atelier est organisé comme ça, et Najib et Léla qui s'occupent de la maintenance des locaux font vraiment partie de l'équipe, et j'assure qu'on fait gaffe à ça, donc rassurez-vous. Et je discute volontiers avec l'équipe d'entretien, parce qu'elle fait partie des collaborateurs aussi importants que n'importe qui, et c'est surtout rappeler aux jeunes stagiaires qui arrivent, il faut respecter le travail de Najib et Léla, et c'est un travail collectif, rassurez-vous, mais j'en parle volontiers avec l'équipe de maintenance. Merci. Comment les personnes présentant des besoins spécifiques pourraient-elles encore bénéficier d'un poste de travail adapté? Oui, ça évidemment, c'est finalement je dirais la seule exception au fait qu'il n'y ait pas de bureau privatif, c'est ceux dont l'état de santé ou l'état physique ou qui nécessitent sur base de certaines prescriptions. Oui, nécessite, je vais dire, un aménagement particulier. Là, évidemment, il y aura un aménagement particulier pour eux et donc une place réservée. Merci. Il nous reste un quart d'heure, donc je propose de passer au thème suivant. Ah ben justement, voilà, c'était prévu, c'est parfait. Alors, toute une salve de questions, des plus pratiques aux plus... y a-t-il des lieux prévus pour se détendre? Est-ce qu'il y aura des frigos et accès à des frigos? Comment gérer le bruit dans les espaces de travail partagés? La clim, est-il vrai que la climatisation n'est pas prévue, mais uniquement un système de ventilation? Tiens, mais ça, je vais vous poser la question, M. Samin. C'est vrai, ça? Est-ce qu'il n'y a pas de clim, mais juste un système de ventilation? Absolument. Alors, on peut pas avoir une chose son contraire. L'air conditionné, on s'en est passé avant la Seconde Guerre mondiale et on vivait convenablement. Ceci dit, on a à nouveau rempli un bottin de téléphone pour démontrer qu'on était parfaitement dans les règles et les règlements actuels imposés par les RGPT et toute autre norme. Non, il n'y a pas d'air conditionné et c'est un bâtiment donc, à énergie positive. On a fait récemment le siège AGC de Bellaneur qui était passif et qui consommait peu d'énergie. Et Fabrice Denis était à nos côtés avec nous là-dessus. Et il nous revient maintenant de la gestion d'AGC qu'ils font plus d'économies d'énergie que prévu. Mais c'est eux qu'il faut féliciter. Donc, vous voyez, en ces matières, vous allez, en effet, vous êtes plus servi. C'est comparé à une épicerie et à un supermarché. C'est pas une chose, son contraire. Donc, on vous donne un système économant d'énergie avec une liberté incroyable dans votre fenêtre ouvrante. Ben, il est évident qu'en ouvrant la fenêtre, vous risquez d'importuner un de vos collègues ou une de vos collègues que vous allez devoir avoir la courtoisie d'en débattre. C'est comme le respect du personnel d'entretien, mais il n'y a aucun problème. Et à nouveau, on peut vous rassurer, on peut faire des workshops sur ces questions énergétiques, mais c'est revenir aux choses normales. Je pense aux bâtiments universitaires dont nous occupons. Cette folie de la mécanisation de l'air a aussi soufflé dans nos universités. Maintenant, il n'y a plus d'argent. Donc on revient aux choses logiques. Moi, comme ingénieur en politique, j'ai été éduqué dans ce groupe G à l'ULB, construit en 1922. Il n'y avait jamais eu le moindre conditionnement d'air. Et pauvres students qui maintenant doivent travailler dans des locaux conditionnés. Eh bien, les nouveaux bâtiments sans appliquer qu'on fait à l'ULB, c'est exactement comme vous. Et pourtant, il y a plus d'ateliers de labos. Il n'y a pas de conditionnement d'air. C'est une débilerie d'après la Seconde Guerre mondiale, ça. Merci. On peut remontrer les questions. Les 8 patios, les salles de sport, oui, pourquoi pas ça. On va parler du bruit dans les espaces de travail partagés. Qui peut dire un mot là-dessus? Excusez-moi, mais à nouveau, l'étude acoustique a été faite avec grand soin. C'est évidemment un élément essentiel. Disons, le niveau de bruit normal quand vous parlez en groupe, c'est 60 décibels. Il faut donc qu'il y ait des barrières acoustiques, des absorbants acoustiques. Et à nouveau,
hein, et ça, les études sont nombreuses là-dessus, mais on peut vous en parler et faire des workshops là-dessus. Vous vous adaptez à l'environnement, mais c'est une chose très maîtrisée. Le taux d'absorption sol, plafond, mur, mobilier est connu de manière à ce que dans ce type d'environnement, le calme acoustique soit présent. Hein, donc tout ça est prévu dans notre proposition. On a une étude acoustique détaillée et à nouveau elle est disponible et on peut aussi faire dans le bâtiment, on aime bien faire ça, des petits prototypes. Dans un de vos bâtiments, on pourrait à un moment donné faire un essai, une répétition d'un morceau, vous voyez, avec une fenêtre ouvrante, hein, et puis il y en a un qui vient avec sa guitare, quoi, hein, et qui embête ses copains avec sa guitare. Et on voit ce que ça donne, quoi. Espace détente, salle de sport. Je vais mettre les deux questions en un. Il y avait une question, est-ce qu'on peut en savoir plus sur les salles de sport? Une autre question sur, y a-t-il des lieux de détente? Est-ce qu'on peut répondre un petit peu à ça? Mais donc on a prévu une salle de sport, oui, à l'intérieur du bâtiment. Voilà, salle de détente, je ne sais pas exactement. Mais à mon avis, la question qui se posait, c'est peut-on en savoir plus? C'est une salle de sport voilà, où on peut faire quoi? C'est la gym? L'idée, a priori, on n'a pas encore énormément réfléchi à la question. Mais a priori, donc, il y aurait quelques engins, je dirais plutôt cardio, fitness, ça, et un espace de cours collectif. On peut faire du yoga, Zumba, voilà, tout ce qu'on n'a pas. Parce que ça, c'est quand même une réflexion qu'on a depuis quelques années. On essaye de faire une incitation à l'activité sportive. On voit que c'est très compliqué avec nos 17 bâtiments. C'est-à-dire que voilà, pour se rejoindre à un endroit particulier, les gens perdent déjà 20 minutes, une demi-heure pour nous rejoindre à l'endroit, tandis que là, on sera tous au même endroit. Donc là, ça va être nettement facilité. Et alors, il y avait aussi la question des lieux de détente. Et j'ajouterais même, est-ce qu'il y a un endroit où on peut faire une petite soquette? Alors ça, on a hésité. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ça sur mon lieu de travail. On n'a pas osé. Pour te dire, on n'a pas osé. Mais on l'a vu, objectivement, on l'a vu dans d'autres organisations et ça existe et les gens sont très contents. Donc pourquoi pas un jour le faire. Mais bon, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, il y a plein d'endroits où je pense on peut réellement se détendre. Je réinsiste là-dessus, mais les abords, pour moi, étaient fondamentaux dans cette optique. Puis il y a les coffee corners, il y a la cafétéria, je veux dire, il y a d'autres espaces. J'allais dire, peut-être qu'on n'a pas été assez explicite. Là-dedans, il y a réparti, et c'est à partir des règles du jeu, dans le plateau, à différents endroits, des kitchenettes, des coffee corners, des petits coins de détente avec des fauteuils. Hein. Et puis, il y a cette cafétéria qui est la part belle en façade sud, avec une terrasse couverte, avec un accès vers le parc. Hein. Donc, il y a différents espaces de détente, y compris dans les zones hôtelières d'ailleurs. Merci. Est-ce qu'on peut passer à la salve de questions suivantes, s'il y en a encore? Alors, divers, mais voilà, on arrive dans les dernières 5 minutes, je dirais. 350 places de parking, c'est peu. Qui va entretenir les jardins? Peut-être que vous gardez les arbres, mais ceux qui ont été abattus pour construire le bâtiment, qu'en faites-vous? Quel pourcentage d'énergie électrique sera produite par le photovoltaïque et quel est le coût réel du projet? Et j'en ajouterai un, parce que j'ai vu ça passer tout à l'heure, c'est est-ce qu'on construit un bâtiment pour le SPW? Question que je vais vous demander, vous, à l'autorité politique. Est-ce qu'on construit un bâtiment pour le SPW? Alors, la province est une institution qui a évolué énormément dans le passé. Elle continuera à évoluer. Ce qui est sûr, c'est que des ténors politiques ont dit qu'on allait la supprimer et qu'ils ont rajouté que les activités qu'on y faisait devaient être maintenues et que le personnel qui y travaillait devait être conservé. Et ça, je peux vous dire que j'y serai très vigilant, faire en sorte que les activités que nous menons, qui ont vraiment un apport pour les citoyens, puissent être maintenues et que les personnes qui y travaillent aient la garantie de leur emploi. Non, en fonction de ces paramètres, que ce soit l'autorité provinciale qui gère le bâtiment ou une autre autorité, en fonction de ça, je dirais peu importe. Peu importe. C'est un bâtiment qui, on l'a dit suffisamment, est ouvert à toute une série de fonctions, de modularités différentes, etc. On peut y faire tout autre chose que ce qu'on ne fera en 2020-2021, parce que l'avenir est comme ça, que les métiers évoluent et qu'il faut pouvoir s'adapter. Et le bâtiment est adaptable.
son propriétaire, tout compte fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai une question qui était là pour peut-être Coraline Absil. Quel est le coût réel du projet? Je suppose, du projet, ça veut dire quoi? Du projet du bâtiment, j'imagine. Quel est le coût réel du bâtiment? Du bâtiment et de ses abords. Alors donc le budget c'est 22,5 millions d'euros, en sachant qu'il y a tout un plan financier, donc on va revendre les bâtiments actuels que l'on utilise. Et alors on va faire, je l'ai expliqué tout à l'heure, toutes des économies en énergie, les loyers qu'on ne payera plus, etc. Et donc on voit que le plan financier, donc le projet s'autofinance totalement, et donc ça je pense que c'est important. Ce n'est pas de l'argent qu'on jette par les fenêtres. C'est vraiment autofinancé. D'accord. On peut revoir encore les questions et en prendre peut-être une ou deux dernières. 350 places de parking, c'est peu. C'est peu, je suppose qu'il y a un point d'interrogation derrière, ou est-ce que c'est une affirmation? Je ne sais pas, mais comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, ce n'est pas exactement 350, c'est 370, mais enfin, ça reste un peu marginal. Alors, de l'aveu même de Transitech, qui est notre consultant en matière de mobilité, il trouve même qu'il y a trop de places de parking actuellement prévues. Voilà. Donc, je suppose qu'on a répondu à cette question-là, en tout cas. Qui va entretenir les jardins? Oui, M. Samin voulait ajouter quelque chose. Une sur le bois. Oui, Alors, oui, c'est une bonne question. Oui. Évidemment. Donc, je la répète pour tout le monde, parce que tout le monde ne le voit pas, parce qu'il faut se tourner. Peut-être que vous gardez, je cite, peut-être que vous gardez les arbres autour de l'entreprise, entre guillemets, mais les arbres qui ont été abattus pour construire le bâtiment, qu'en faites-vous? Alors, il est évident que si j'étais tout à fait raisonnable, je vous demanderais de vivre dans un bâtiment en terre crue. Ça coule de source, avec des voûtes en terre crue, comme les greniers de Ramsès II qui ont 4 millénaires à Luxor. Je ne suis pas sûr que j'aurais été tout à fait crédible. Mais en fait, ce serait idéalement ce qu'il faudrait faire, et laisser les forêts sauvages avec les sangliers dedans. Et Peter Wolleben en parle longuement dans son livre magnifique. Ceci dit, on a une filière bois, et dans les matériaux qui ne sont pas aussi raisonnables que la terre crue, qui est le seul, en fait, raisonnable, mais enfin qui présente des limites quand même pratiques, le bois reste malgré tout des moins polluants. Il y a une filière bois, et à propos, avant de se préoccuper de savoir s'il est mauvais d'employer des planches en bois, il faut plutôt se préoccuper d'éviter de gâcher un tiers du bois sur pied produit pour de la charpente qu'on emploie pour faire des palettes, comme vous en parlez. Donc, et alors après ça, la lame collée, c'est pas une bonne solution, il vaut mieux le clouer. Et puis aussi, on réfléchit à coudre le bois. Donc le diable est dans le détail. Quand on commence à parler développement durable, des matériaux, je crois que nous sommes connus par nos projets de recherche, mais on en prend tous les jours. Et je vous assure que je suis très très vigilant là-dessus et qu'on essaie d'avoir un regard cynique là-dessus, quoi. Mais en tout cas, il ne faut pas mélanger la biodiversité et les forêts qui sont faites pour faire du bois de charpente. Il y a des forêts qui doivent continuer à évoluer naturellement, mais faire des forêts, comme l'Union européenne l'imagine, pour faire des pellets, ça exactement comme mon collègue Vanny Penzel, non. Mais pas de l'extrême, sinon on fait un bâtiment pisé. Il y en avait une autre aussi comme ça, qui pourrait donner... Un photovoltaïque. Le photovoltaïque. Donc on a grosso modo 5000 m² de panneaux à 160 watts crête. Ça nous donne 800 kW crête. Ça nous permet de couvrir largement tous les besoins du bâtiment, mais ça permet aussi de couvrir 60% du bâtiment et de tous vos PC, toutes et buses. Et donc, une chose extraordinaire qu'on a ici, c'est qu'il y a d'autres bâtiments de la province, et donc le problème du photovoltaïque, c'est pas tellement la capacité produite, c'est comment on peut le stocker. Vous savez que la limite du photovoltaïque, c'est les batteries. Eh bien ici, on a une batterie extraordinaire, c'est le grand séminaire. C'est-à-dire que vous êtes très gourmand dans vos bâtiments naturellement, et donc même pour les PC qui sont là, si vous voulez, on n'a pas de déphasage, et comme c'est à côté, on n'a en plus pas de perte de kilowatts dans des câbles de cuivre. Je vais vous dire tout à l'heure qu'on a, ou bien j'ai dit, château d'eau, arrosage des jardins, et les jardins, c'est pas une chose au contraire, évidemment, on peut payer un jardinier. Mais à propos des moments de détente, moi j'ai rien trouvé de mieux que d'aller biner mon jardin et m'occuper de mes fleurs à la maison. Donc bienvenue. Deux dernières questions. Une très rapide, tout simplement. Qui va entretenir les jardins? Qui peut répondre à cette question-là? Ah, pardon. Pardon.
Pardon. Alors, je pense que, comme l'a dit M. Samin, effectivement, il y a toute une partie des jardins qui seront proposés aux agents dans des activités dites de détente ou extra-professionnelles, donc, et agents et quartiers. Et effectivement, il restera une petite part de jardin qu'il faudra entretenir nous-mêmes avec le personnel que l'on possède. D'accord. Et alors, il y a une question, comme il nous reste 30 secondes, il y a une question tout à l'heure que je n'ai pas prise, mais qui est intéressante, parce que je crois qu'elle intéresse plein de personnes ici de la salle. Comment va-t-on procéder au choix entre les différentes ambiances? Ça, c'est le processus dont tu parlais tout à l'heure, les 2 prochaines années. Qui veut répondre à cette question-là? Très concrètement. Donc très concrètement, voilà, on va à un moment donné réfléchir à des types d'ambiance. Donc l'idée, c'est d'avoir un mécanisme participatif. Le mieux, c'est quand on aura redéfini toutes les zones. Elles ont été faites il y a quelques années maintenant. Donc on a fait une matrice de proximité de services, c'est-à-dire quels services seront les plus à même à travailler ensemble et doivent être regroupés, voilà, soit une zone contiguë ou soit dans la même zone. Donc ça va être un mécanisme participatif, c'est-à-dire que c'est ces zones-là qui vont à un moment définir quel type d'aménagement ils souhaitent et quel type de mobilier ils souhaitent. Après, tout ça va être confronté, je vais dire, à ce qui est possible de faire. Donc, quel type de parachèvement voilà, il sera possible d'avoir. Donc, quelle sera la marge de souplesse. Et aussi, par rapport au mobilier, qu'est-ce qui sera disponible via la ressourcerie, qu'est-ce qui éventuellement ne le sera pas, notamment avec nos contraintes en matière de bien-être, parce qu'il n'y a pas une contrainte en soi, mais en matière de bien-être de travail pour répondre à l'ergonomie du mobilier. Donc voilà, c'est vraiment un mécanisme qui va se mettre en place, très vite. Je crois que c'est une des premières choses à laquelle on va s'atteler aujourd'hui, c'est de commencer à concerter. Mais bon, la première chose qu'on va voir, c'est avec Monsieur Samin, Monsieur Mouchet, quelle est la marge de souplesse, comment on va amener ce choix à réaliser ce mécanisme participatif. Merci à vous 4, à vous 5. Merci à la salle d'avoir contribué à cet échange avec l'envoi de nombreux SMS. J'ai dû, à certains moments, de manière un petit peu arbitraire, prendre des questions dont il me semblait qu'elle allait répondre au plus grand nombre et j'en ai laissé d'autres de côté. C'est arbitraire de ma part, mais comme dit par le directeur général, toutes les questions, elles ont été archivées là par le service communication et dans les prochains jours, elles se retrouveront sur le site, sur l'intranet de la province de Namur avec les réponses aux questions. C'est ici que se termine cet échange et cette séance d'information, mais ce n'est pas tout à fait terminé parce qu'il y a la maquette, donc les agents qui partent pourront découvrir la maquette qui a été dévoilée entre-temps. La maquette est une œuvre à laquelle Valérie Vandenbergen, notre artiste qui fait les mini-vitrines bien connues, a contribué. Donc tout l'aménagement intérieur a été fait par Valérie. Elle est faite au 24e. Faites attention, s'il vous plaît, elle est très fragile. Mais c'est une maison de poupée et c'est dans l'esprit du projet. Voilà, merci à tous, merci à vous. Bon après-midi, bonne soirée.